Et donc, bienvenue une fois de plus à ces talks de cette première édition des Pondo Brands Awards. Bonjour Jacques, bonjour JP, bonjour Flavien, ça va tout le monde? Ça va, on est toujours plein d'énergie. Alors, on va connecter ce micro-là. Il est bon. Voilà, rebonjour. Bonjour, merci de nous recevoir ici cet après-midi. Oui, oui. Bon, tout à l'heure, on avait David qui faisait son David. Maintenant, on a JP qui fait son JP. C'est dingue. Il croise les pieds, donc. JP m'a dit qu'après le café, on cultive la tempérance. Oh. Et donc, on va commencer par le commencement et je préfère poser la question aux plus avisés de nous tous ici sur cette table parce que c'est son métier, c'est son domaine. Et donc, qu'est-ce qu'une normalisation et une mise à niveau pour les PME? Déjà, est-ce que ça veut dire exactement la même chose, normaliser et puis mettre à niveau? Et donc, qu'est-ce que cela signifie tout ça? On fait un peu comme tout à l'heure, on commence par faire les définitions liminaires avant d'attaquer le fond du sujet. Jacques. Bonjour, parler de normalisation, parler de mise à niveau, c'est aussi, on a parlé de définition. La première définition, c'est de parler de la qualité. C'est quoi la définition de la qualité? La qualité, c'est l'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les attentes du client, du consommateur. Donc, quand on dit qualité, les gens disent que ça satisfait les normes. Non. Satisfaire les attentes du client ou du consommateur. Ça voudrait donc dire qu'avant d'attaquer le marché, il faut aller vers le client pour savoir ce qu'il veut. Une fois qu'on sait ce qu'il veut, on fait le produit qu'il veut, on fait les dégustations qu'il faut et on les lui livre. Ça permet d'introduire, de faire la jonction avec tout ce qui est marque et branding et tout, parce qu'on saura qu'on sait que voici la couleur que veut le client. C'est ça qui lui permet d'acheter ses produits. Donc, c'est déjà ça la définition simple de la qualité. Et c'est la définition que tous, vous devriez enregistrer. Tout le reste, c'est secondaire. Donc, parlant de la normalisation, de tout ensemble de choses, c'est quoi une entreprise de qualité? Une entreprise de qualité, c'est une entreprise qui fait des produits, qui fabrique, qui fait tout, qui est organisée, c'est tout ça. Une entreprise dont la qualité d'une entreprise égale tout simplement l'organisation d'une entreprise. Donc, toutes les entreprises sont organisées. Il faut un organigramme. Une grosse entreprise a un organigramme. Une petite entreprise a un organigramme. Une grosse entreprise a une fonction commerciale, la petite entreprise a la fonction commerciale. Une entreprise de 3 personnes a les mêmes fonctions qu'une entreprise telle que Guinness. Mais c'est parce qu'on n'a pas compris que j'ai les mêmes fonctions, mais il y a des gens qui font les mêmes, qui ont plusieurs tâches. Ça entre dans ce qu'on appelle les polycompétences. Mais les fonctions sont les mêmes. Donc, quand on commence notre entreprise, on ne crée pas le bon organigramme parce qu'on n'a pas mis ses fonctions. On commence déjà à se tromper parce qu'on a une petite entreprise. Dans l'organigramme fonctionnel, il y a l'organigramme hiérarchique et l'organigramme fonctionnel. Mais les fonctions sont les mêmes pour une petite ou pour une grande. Donc maintenant, quand on sait qu'on a les mêmes fonctions dans l'organigramme, il suffit de mettre les noms des personnes et d'écrire leurs tâches. Vous voyez, on vient de commencer la mise à niveau. Déjà par les personnes. Maintenant que vous avez défini l'organigramme, vous avez les personnes et leurs tâches. Quelles sont, pour faire un travail particulier, quel est le niveau de compétence que doit avoir la personne pour pouvoir faire correctement le travail? Donc, vous définissez le poste, là on dit souvent les job description, vous vous dites d'abord c'est quoi le travail qui a à être effectué sur ce poste. Là, vous faites maintenant le recrutement. Les CV qu'on vous envoie vous permettent de savoir si la personne que vous allez recruter est adaptée au poste. S'il lui manque des informations, vous avez besoin de mettre en place des compléments de formation pour rendre ses compétences adéquates au poste.
Mais tant qu'on ne fait pas souvent ça, souvent c'est ce que ne font pas les petites entreprises. On prend quelqu'un, on le met, et après on comprend qu'il ne comprend pas. Alors que si tu avais décrit ses postes, ses missions dès le départ, en arrivant, il sait ce qu'il est attendu de faire, on lui donne les compléments d'information et c'est là. C'est pour cette raison que dans les grosses entreprises, vous entendez souvent qu'on fait les plans de formation, des programmes annuels de formation. Et pourquoi on ne le fait pas dans les petites entreprises? Vous voyez donc, c'est la même chose. Hein? On est en train de parler de normalisation dans la partie ressources humaines. Ensuite, maintenant, vous faites vos produits, vous avez défini vos produits, vous avez fait tout ce que vous voulez. Vous devez produire. OK, vous connaissez votre marché. Votre marché, il y a plusieurs endroits, vous devez livrer un peu par... Si vous livrez correctement vos produits partout, vous voyez que si vous faites une gestion manuelle papier, vous ne suivez pas bien les gestions de stock, vous ne suivez pas très bien les quantités. Comment pourrez-vous ne pas les types de stock mini pour pouvoir satisfaire vos clients? Donc, vous voyez que vous êtes obligé de mettre un système de gestion de production dans votre entreprise. Donc, ça pense à l'informatisation. Si vous ne mettez pas le système de gestion de production chez vous, quand le client veut un produit tel que celui-ci et que vous n'avez pas géré les stocks mini d'étiquettes, vous n'allez plus livrer. C'est pas forcément, c'est pas possible. Donc, vous maîtrisez la gestion de production, vous informatisez votre système de fonctionnement. Donc, vous commencez à avoir tout ce qu'il faut pour que les choses se passent correctement. Une fois par an, vous connaissant votre personnel, vous faites des entretiens annuels d'évaluation. Nous avons tous des voitures, on fait la maintenance des voitures, on fait tout ce genre de choses. À quel moment on s'est entretenu avec la personne pour voir comment il a passé l'année, quels sont les objectifs qu'on lui a fixés et comment il a fait pour vivre l'entreprise. Donc, il se sent appartenir à l'entreprise. On parle du principe d'appartenance. Beaucoup de personnes ont parlé de Maslow, les pyramides de Maslow, on y est à fond. Donc, souvent, on les a d'une façon théorique, mais effectivement, c'est de ça dont il s'agit à peu près. Donc, à partir du moment où les personnes appartiennent à l'entreprise, ils sont prêts à fonctionner, à aller plus vite. Parce que la première richesse d'une entreprise, ce sont les hommes et les femmes qui y sont. Donc, le principe d'appartenance, c'est permettre aux gens d'être dans la zone de motivation. La zone de motivation de la pyramide de Maslow, c'est appartenir. Quand on a dit tout à l'heure qui c'est qui est le Cameroun, nous disons tous que c'est le continent. Dès qu'on parle Cameroun, nous sommes tous derrière. C'est ça le principe d'appartenance. Parce que nous avons une identité commune qui nous permet de bouger. Donc, je connais des entreprises souvent qui faisaient les compétitions, les courses autour de la mer et tout ça, bateau à voile. Il y a des gens qui mettaient les bateaux en compétition en sachant qu'ils ne pourront jamais gagner. Mais c'était souvent au niveau de la poste. Ils ont mis le bateau parce qu'ils savent que pendant la compétition, quand le personnel, les facteurs rentrent, ils s'assoient pour savoir où se trouve leur bateau. Ce n'est pas que le bateau est bien placé. Où se trouvent les bateaux? Est-ce qu'ils ont avancé? Est-ce qu'ils ont passé les vagues? Et tout ça. Donc, à partir de donner une identité, comme vous le disiez tout à l'heure, une marge, quelque chose qui plaît à votre personnel, il va défendre ce personnel et défendre l'idée de votre entreprise. Que vous soyez les meilleurs ou pas, parce qu'il va tout faire pour votre entreprise. Parce qu'il se sent appartenir à cette entreprise. Donc, c'est dans les principes d'appartenance et tout ça. Maintenant, quand vous voulez vendre, vous savez, on vous a dit tout à l'heure, vous avez fait l'étude de marché, vous savez où vendre votre marché, puisque vous connaissez la définition de la qualité. Vous allez vendre, après chaque fois, vous devez vous assurer des indicateurs de performance, tout l'ensemble de choses comme cela. Donc, on constate que tout ce que je viens de dire, on est en train de parler d'organisation d'entreprise. Je n'ai rien dit d'autre que ça. Si vous avez le matériel, il ne faut pas qu'il tombe en panne, vous êtes obligé de faire la maintenance des équipements. Ça entre toujours dans la mise à niveau de l'entreprise. Vos appareils de mesure, est-ce qu'ils sont étalonnés? Est-ce qu'ils sont fiables ou pas? Donc, vous voyez que toute l'organisation qu'on est en train de parler, c'est l'organisation d'entreprise.
Dans les normes, donc qui nous rapproche sur ça, c'est la norme ISO 9001 qui n'est ni plus ni moins que la norme de l'organisation de l'entreprise. Mais comme on ne sait pas cela, on trouve que c'est gros, c'est compliqué, c'est pour les grands, mais c'est pour tout le monde. C'est ça la norme. Elle va vous dire comment on traite les commandes, elle va vous dire comment on fait les achats, elle va vous dire comment vous travaillez avec les fournisseurs, elle va vous dire comment vous devez faire la maintenance de vos équipements, elle va vous dire comment vous gérez votre personnel, le plan de formation, le suivi des compétences de vos formations. Elle vous exige même les enquêtes de satisfaction de clients dont vous parliez tout à l'heure. Puisque à chaque fois, vous devez faire les enquêtes de satisfaction client pour vous assurer où est-ce qu'ils en sont, pour voir si vous écartez ou pas. Donc, ailleurs, c'est devenu un réflexe que tout le monde qui sort de l'école, y compris ISO 9001, tout le monde, tous les étudiants, tous. Mais nous, on est encore très loin de ça, parce qu'on est encore dans la partie norme, on parle norme produit. Mais une entreprise qui est certifiée ISO, c'est l'ensemble de tous ces produits qui entrent dans la certification, tout. Puisque les gens sont compétents, puisque la maintenance est faite, rien n'est fait au hasard. Mais c'est parce que nous sommes d'abord restés sur la partie certification de produits. C'est ce qui nous bloque encore. Si vous voyez, tout ce que je vous dis tout à l'heure, c'est juste le fonctionnement d'une entreprise normale. Vous voulez vendre, on a dit tout à l'heure qu'on est combien? 30 millions de Camerounais, d'accord? 30 millions de Camerounais, vous disiez tout à l'heure qu'il y a un tiers de notre population qui est musulmane. Vous voulez vendre votre produit au Cameroun. Si vous avez oublié qu'il y a les musulmans, est-ce que vous vendrez à tous les musulmans? Puisque c'est vous qui voulez vendre votre produit aux Camerounais. Dans ce cas, sachant qu'il y a des musulmans, vous êtes obligé de penser qu'il fallait mettre le logo halal. Vous avez pensé à tout ça pour que le musulman l'ait. Pourtant, vous faites des produits. Quand on regarde, regardez très bien, là, c'est les Européens qui sont chez nous qui le font. Vous avez parlé de Nestlé. Regardez très bien Nestlé, sur tous ces produits, vous allez voir le logo halal. Ça fait en sorte que tous les musulmans ont la liberté, sont sérieux, ils prennent ces produits. Prenez tous les produits de lait de Nestlé, c'est là. Prenez tous les biscuits qu'on trouve dehors. Vous allez voir qu'il y a le logo halal. Ça fait en sorte que tous les musulmans, quand ils passent, ils prennent cela. C'est pour cette raison que je parlais d'abord de la définition de la qualité du produit. Si on regarde, lorsque nous faisons nos produits, que ce soit les produits cosmétiques et tout ça, est-ce que nous avons mis le logo halal dessus? Pourtant, les femmes musulmanes prennent aussi des cosmétiques pour le rouge à lèvres, par exemple. Est-ce qu'on va s'assurer que là, par exemple, il n'y a pas des choses dangereuses pour leur santé? Le savon, par exemple. Ça fait partie des produits comme cela. Vous prenez des produits comme Novia, Oléo, parce qu'il va être sûr qu'il vend à tous les 30 millions de Camerounais, il est certifié halal. Vous prenez les gens tels que Néo Industrie, ils veulent vendre partout dans le monde, ils mettent le halal. Mais pourquoi est-ce que nous, les jeunes entrepreneurs, nous oublions le halal? Ouais, ça c'est une bonne question qui va nous permettre d'aborder la suite. Donc, en résumé, normaliser son entreprise, c'est mettre des normes pour le bon fonctionnement de l'organisation afin que ce qu'on veut faire comme business puisse être efficace. Donc, est-ce que ça voudra dire la même chose que la mise à niveau par rapport à quel niveau déjà? Donc, est-ce que ça signifie la même chose en fait? La mise à niveau, voilà, si on dit mise à niveau, c'est soit une mise à niveau par rapport à un référentiel. Donc, puisqu'on voulait se mettre à niveau, on se dit, je voudrais me mettre à niveau par rapport à ISO 9001. Il y a beaucoup d'exigences dedans. Imaginons qu'il y ait 100 exigences. Je vais tout faire pour que cela se passe. Je vais être mis à niveau par rapport à ISO 9001. Je dois démontrer que j'ai fait les job description. Je dois démontrer que j'ai identifié que des produits. Je dois démontrer que j'ai un groupe qui fait la recherche et développement. Je dois démontrer comment on fait la maintenance. Je dois démontrer comment je gère les stocks mini. Je dois démontrer tout ça parce que la norme ISO exige. Donc, la mise à niveau, c'est permettre de répondre
à toutes les exigences de la norme ISO que les gens devraient connaître. La mise à niveau, c'est simplement cela. Merci Jacques. En tout cas, c'est beaucoup d'éléments qui vont nous permettre de mieux comprendre la suite des échanges. Je vais passer maintenant le micro à JP. JP, à quel moment de son développement une PME a-t-elle besoin de se normaliser pour, eh bien, si on revient bien sûr aux différentes définitions qui ont été faites par Jacques tout à l'heure, déjà toi en tant qu'entrepreneur, mais aussi pour tout l'ensemble des entrepreneurs ou bien des entreprises que tu as déjà accompagnées. En fait, il a déjà répondu à la réponse, c'est-à-dire c'est dès le départ, parce que c'est pas parce qu'on est une entreprise de 3 personnes et qu'on va prendre moins le soin de faire les choses comme il se doit qu'une entreprise de 100 personnes. Et après, de manière terre à terre, au Cameroun, les jeunes entrepreneurs pensent souvent que comme ils sont jeunes entrepreneurs, start-upers dans la tech ou pas, ils ont le temps de faire les choses bien avant de vendre. Ils pensent à tort qu'ils ont ça. Sauf que aujourd'hui, quand moi je prends la tech par exemple parce que je fais partie de cet écosystème-là et je trouve que c'est la chose qui se fait la manière la plus négative possible au Cameroun. Ce que certains entrepreneurs ici se targuent d'avoir fait comme exploit, tu as un petit Indien de 16 ans dans sa chambre qui fait ça en 2 semaines. Donc, c'est-à-dire que la compétition aujourd'hui, elle est mondiale et ça fait que on n'a pas le temps on va dire, il n'y a pas l'excuse de la qualité, comme disait l'aîné, de la qualité où non, je suis encore petit, machin. Non, le client veut un produit qui va lui permettre de satisfaire son besoin. Et ce produit, il doit être parfait. Et donc la perfection s'obtient parce que justement, l'entreprise est bien organisée et suit un processus organisé qui permet d'arriver à cette perfection-là. Ce n'est pas le hasard. Pour que Coca-Cola, dont on parlait tout à l'heure, ou une marque en fait reste constante sur 50 ans, c'est parce qu'il y a tout un processus, tout un tas de choses organisées. Donc la norme, c'est dès le départ. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, depuis 2 ans à peu près, dans le cadre de nos activités avec le Bukaru, on a un contrat avec un marketeur de la place et on a accès à son réseau de boutiques, 180 boutiques. Les chefs, les gérants, en fait, chaque boutique est un entrepreneur, en fait. Et les gérants de ces boutiques-là, ils vous disent que, bon, c'est bien beau vos histoires de Made in Cameroun, de jeunes entrepreneurs, c'est les femmes déplacées internes qui ont fait ça à Marois, etc. Parce que moi, j'essaie de faire ça, genre en mode, non, une grande histoire profonde, non, c'est terrible, ça tue tout. Storytelling. À la fin de la journée, le gars veut vendre. S'il ne vend pas, ça ne donne pas. Et pour vendre, tu dois être mieux que le produit importé. Et donc, on se retrouve aujourd'hui où, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a une marque là, je crois que c'est libanais, Mila. Ils ont commencé d'abord dans les détergents, maintenant ils sont les chips. Bon, je ne sais pas si les chips sont trempés les détergents avant de manger, mais excusez-moi, petit oubli. Là, il faut couper ça du montage. Mais on ne coupe rien. mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je parle des chips parce qu'il y a un des plus grands vendeurs de chips. On espère bientôt que ces chips seront dans Ethiopian Airlines. Il est là-bas, c'est Caramello, Chips Mello. C'est une marque forte, propre. Et il le vit tous les jours parce que tous les jours, on voit comment est-ce que il y a cette concurrence féroce. Il doit être au niveau. Il y a un produit qu'il est en train de vouloir sortir. Bon, je ne peux pas en parler parce qu'il m'a dit JP, c'est secret. Mais c'est le... J'ai pas dit. Ginjos, non. Donc il a un produit qui s'appelle... C'est à sa base de ginger. On mange tous de ginger pour la gorge, petits bonbons, etc. Non. Et donc lui, il a dit qu'il va faire Ginjos, comme Mentos. Donc quand tu vas arriver à la caisse, là, dans les trucs, au lieu de voir Mentos qu'on prend tous, là, 2500 qui coûte super cher, il y a 25 dragées, je ne sais pas pourquoi on achète ça. Il va Ginjos. C'est quoi, c'est ginger mélangé Baume François? Enfin, je veux dire que... Non, mais en fait, c'est parce que quand on arrive à la caisse, on voit le packaging de Mentos propre, carré, tout est carré dessus. Mais il va te prendre le ginger, la même chose que Mentos. Donc quand tu vas arriver, tu vas acheter du 100% Made in Cameroun, Ginjos. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est extrêmement important. Et
les jeunes entrepreneurs, en tout cas les jeunes entrepreneurs, même les vieux sont pareils, hein, c'est têtu à mort. Ils ne comprennent pas. Il y a une autre qui a compris ça. Vous devez connaître. Hein, c'est des fameux biscuits. Ouais, j'ai pas dit le nom. Tout le monde a dit ça. Oui, non. Biscuiterie Bobo, c'est ça? Non, oui. Pourquoi? Parce que Adeline, elle met du vrai beurre dans son truc. Quand tu manges son biscuit, c'est-à-dire que le gras que tu as, ce n'est pas une margarine qui sort de je ne sais pas où. Et tu sais que c'est de la qualité. Mais pourtant, tu achètes 5 biscuits à 1200, c'est-à-dire que le biscuit est à 150. Mais tu achètes quand même. Tu as sauf qu'à acheter parce que... Non, parce que c'est bon. Tu vois, et parce qu'elle respecte la qualité. Tu as pareil, tu as une jeune Naomi, voilà, tu vois, non. Et on connaît pourquoi? Parce qu'elle met un soin particulier. Là, elle vient de déménager de Ange Raphaël à Kotor. Et elle a fait faire refaire toute son usine. Elle s'est fait accompagner par Laure Krantz. Ouais, qualité, ouais, tu vois, la qualité. Genre. Et ouais, c'est vraiment la qualité en plus. Hein. Si vous voulez vous faire accompagner, faites Laure Krantz, nana, super top. Et en fait, dès le départ, pourquoi? Parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, elle veut passer là, elle va bientôt être en propre. Sinon, elle a accompagné depuis 2 ans dans le réseau Total, mais là, elle va passer en propre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 200 points de vente qui vont se rajouter dans son scope de 200 points de vente qu'elle a déjà. Elle va passer à 400 points de vente potentiels. Si elle n'est pas pro, si elle n'est pas normée du début à la fin, c'est mort. Et après, pour terminer sur ce sujet-là, la norme est importante parce qu'on a tellement peur on se targue d'être le continent. On est le continent parce qu'on est fort, mais on sait entre nous qu'on est tous des grands bandits. Et comme... Non, disons les choses. JP, je ne suis pas un bandit, frérot. Non, je parle en fait, il y a un manque de clarté, de lisibilité de comment les choses sont faites. Est-ce qu'il y a un manque donc du coup, la norme permet de rassurer sur comment les choses sont faites et dire que bon, je ne suis pas sûr de tout ce que le gars me dit, mais s'il a la norme là, ça veut dire qu'au moins dans le comparatif et au niveau mondial, ça veut dire que on pose plus la question est-ce que c'est mieux que les chips importés ou quoi? Les deux produits sont normés. Il y en a un qui fait au Cameroun. Donc, je sais que les deux produits sont bons pour ma consommation. Mais il y en a un qui est fait au Cameroun. Il est au bon prix parce qu'on a travaillé le truc, etc. Je peux consommer celui-là. Donc, si le Made in Cameroun dont on parle, on dit... tu sais, les employeurs qui disent « Ouais, vous devez consommer, c'est Made in Cameroun, mais si ton produit, il n'est pas bon, il n'est pas bon. » Juste un truc pour les gens du Made in Cameroun. Arrêtez de mettre sur vos marques agro... mon produit soigne la prostate, le cancer, le truc. Quand j'achète de la nourriture, quand je vais acheter et mettre de l'argent pour acheter de la nourriture, c'est pour manger. Non mais attends, JP, non, JP. Dans la norme, c'est aussi ça. La norme, oui. C'est comment tu attaques les produits de marque. C'est-à-dire quand tu achètes des cookies, des machins, etc., ils ne te mettent pas sur le paquet que ça lutte contre le cancer. Non, si c'est que le gars qui fait le cookie... c'est que ça ne soigne pas le cancer, il ne dira pas que ça ne soigne pas le cancer. Mais par contre, s'il est établi, s'il est prouvé qu'en mangeant quelque chose, ça peut être un remède aussi, en passant. Non, pourquoi ne pas l'ajouter comme un argument? Non, ça dépend. Mais je vais laisser passer. Une fois, je monopolise, mais je dis juste que on fait certaines actions en achat de gourmandise ou d'impulsion. Si moi, mon impulsion, c'est de faire mon toto gourmand, je vais pour faire mon toto gourmand. Je ne vais pas pour qu'on me dise que ça va me donner le diabète plus. Ça, je sais déjà. Je sais déjà. Donc, quand j'ai acheté... Donc, la norme, en fait, la norme, c'est aussi la manière... C'est vous qui disiez ça tout à l'heure sur les marques. Non, c'est aussi... Il y a la définition stricto sensu scientifique, mais aussi la manière dont on veut voir la chose. Et ça, on oublie souvent. On pense qu'on est jeune, on est mis au Cameroun, on a utilisé les farines à base de base, etc. Mais gars, si ton produit correspond, mais qu'il n'est pas bon, on ne va pas acheter. Voilà. Bon. En tout cas, pendant que tu parles comme ça, JP, il y a les chocolats qui te fait trouver l'amour à la Saint-Valentin qui se vendent déjà. Et donc, Ah, tu cherches ça? Tu veux? Ah, tu veux Mais quel pessimiste, il veut devenir amoureux, mais c'est dingue. Donc Flavien, moi je voudrais que tu fasses plus un partage d'expérience en tant qu'entrepreneur. Je disais tout à l'heure que tu as créé plein de projets et voilà.
tu rajoutes des projets, parfois tu arrêtes un projet pour commencer un autre. Et donc, pour ce qui est de la normalisation, est-ce que tu penses que toutes les entreprises en ont besoin pour toutes sortes de catégories, quels que soient les produits, les services proposés? Est-ce que tu les as fait toi à chaque fois? Ou alors tu te dis, bon, voilà, pour ça, je préfère ne pas faire des démarches dans ce sens. Ok. Merci pour la question, Bonas. C'est vrai que c'est difficile de répondre directement après avoir été attaqué comme ça par JP. Ah, Qui a à plusieurs Tu te sens reprises attaqué tiré sur les entrepreneurs. Mais je veux dire, bon déjà rassurez-vous, hein, on va être moins... on s'est dit qu'on vous promet un peu moins de contradictions. Mais ce que je veux dire pour commencer, c'est que de la contradiction, il n'en sort pas que des mauvaises choses. Hein. J'ai aimé une déclaration qui a été faite dans le panel précédent. On ne tire que sur les personnes qui font les choses. En tant qu'entrepreneur, s'il y a une seule chose que vous êtes sûr de récolter dans votre parcours, c'est qu'on vous tire dessus. Donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, je dis qu'il faut automatiquement passer par ce processus. Pour tout type d'entreprise, que ce soit des produits ou des services. Mais on fait face à une réalité. On est dans un environnement c'est un contexte particulier. Tout à l'heure, Bonas m'a introduit en tant que fondateur de Agrifrica, qui est notre toute dernière entreprise, sur laquelle, en 6 mois, on a réussi à faire ce que j'ai fait sur ma première entreprise en 4 ans. Il y a 7 ans aujourd'hui. Et on réussit à le faire parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on a du réseau et parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire quand on met en place une entreprise. Malheureusement, en tant qu'entrepreneur, moi je ne dirais pas jeune entrepreneur. Jeune entrepreneur, c'est par rapport à la durée dans l'entrepreneuriat, c'est pas par rapport à l'âge. Malheureusement, chez nous, quand on dit jeune entrepreneur, c'est souvent par rapport à l'âge. Non, c'est pas vrai. Un entrepreneur de 50 ans, s'il a commencé il y a 2 ans, il est jeune entrepreneur. Et le problème qu'ont les entrepreneurs en général, c'est qu'ils démarrent avec très peu de ressources. Et donc, ils ne réalisent pas qu'il y a tellement de choses dont il faut s'occuper. Moi, je vais aussi profiter de cette occasion-là, parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de le faire. Sur notre entreprise de production et transformation de volailles, la normalisation a été conduite par AB Certification de M. Ndébi. Et moi, je veux vraiment qu'on l'applaudisse pour ça. Parce qu'au-delà de savoir ce qu'il fait, M. Ndébi fait partie des professionnels qui ont compris comment proposer un produit sur un marché qui est encore embryonnaire. À mon sens, ce à quoi on a assisté dans le panel précédent, c'est vraiment la confrontation de 2 courants de pensée. C'est d'un côté l'avis des personnes qui ont été formées sur ce que moi j'appelle, sans déprécier leur niveau de connaissance, la déformation de la multinationale, et de l'autre, des personnes qui ont fait face à la réalité du terrain, qui ont appris parfois sur le tard, qui savent aujourd'hui ce qu'il faut faire parce qu'elles ont de l'expertise et elles ont de l'expérience, mais qui sont conscientes du fait que ceux à qui on s'adresse ne peuvent juste pas comprendre les messages de haut vol d'entrée de jeu. Et je suis content quand j'arrive à cette conférence et que je vois la création de votre marque à seulement 99 900 francs CFA. Pas parce que le montant n'est pas élevé. J'ai la chance de travailler avec l'agence Pondowiz, qui aujourd'hui met en place nos marques et nous fait un travail hallucinant sur plusieurs mois, qu'on paie aussi à des sommes mirobolantes. Tous les entrepreneurs n'ont pas la capacité de le faire. Et cette expertise dont on parle aujourd'hui, elle a un coût. Donc quand un entrepreneur démarre, qu'il est seul dans son entreprise, parfois il a 2-3 personnes qui sont des juniors parce qu'il paye des salaires de 100 000 francs, il est encore en train de suivre déjà sur les opérations ses collaborateurs au quotidien. C'est quand même difficile de lui dire de penser à la qualité, de penser à l'état d'esprit des employés au travail, de penser à son avenir. Voilà. Donc, retraite. Voilà. Nous... Retraite stratégique. Bonas, on va se permettre en 2025 de faire une retraite stratégique en début d'année parce qu'on a 2 ans de salaire positionné et qu'on sait où on va. Tu vois? Et ça, c'est le premier challenge. Et ça, c'est le premier challenge des entrepreneurs. Donc, oui, il faut le faire, mais il faut que l'entrepreneur comprenne aujourd'hui que son rôle
Et là, on a parlé d'agro. Moi, je suis que dans l'agro, dans toutes les entreprises que j'ai créées, même et que j'ai peut-être abandonnées aujourd'hui. Mais l'entrepreneur doit réaliser que son rôle n'est pas de produire. Son rôle n'est pas que de produire. Son rôle est d'avoir un regard panoramique sur son entreprise et de s'arranger à pouvoir capter les ressources le plus vite possible, les relaxer le plus tard possible, s'assurer que les différentes parties prenantes qui font partie de son organisation sont à leur place. C'est ça le rôle de l'entrepreneur. Et tant qu'on ne s'en rend pas compte, il sera trop tard lorsqu'on réalisera l'importance de la normalisation. Merci Flavien. Donc on est moins d'accord que normaliser son entreprise, son organisation, c'est important, quelle que soit la taille de l'entreprise ou alors le moment où on se trouve. Par contre, Flavien a soulevé un point qui est important, c'est les ressources, l'argent. On a signé l'Orcrans qualité, par exemple. Là. Tout le monde dit « Ah ouais, c'est plébiscité, c'est super top ». Flavien parlait de Jacques. Mais combien ça coûte de façon basique si on veut normaliser une entreprise qui naît aujourd'hui et qui, d'ici 3 mois, veut démarrer sa démarche qualité afin de pouvoir vendre ses produits en Inde ou bien au Brésil, Jacques? Là, c'est une très bonne question. La réponse, pour moi, c'est que arrêtons d'être seuls. Pour démarrer ailleurs, pour créer votre entreprise, vous le faites par le biais de la Chambre de commerce et d'industrie. La Chambre de commerce et d'industrie va vous donner quelques jours, quelques séances pour être entrepreneur, c'est-à-dire qu'on vous donne déjà des outils. Ensuite, ça c'était mon parcours par exemple. Ensuite, j'étais dans les mouvements patronaux. Et dans le mouvement patronal, j'ai commencé directement avec le CGD. J'ai commencé directement avec le CJD. C'est le centre des dirigeants, des jeunes dirigeants et cadres de France. Donc, quand vous y entrez, on commence à vous dire qui vous êtes, chef d'entreprise. Donc, vous commencez direct chef d'entreprise. Donc, vous démarrez déjà avec certains outils qu'on vous apprend, les outils de management et tout l'ensemble de cela, parce que vous êtes dans ce genre de milieu qui transforme votre façon de penser. Donc, là-bas, il y a peut-être beaucoup d'autres approches. Maintenant, quand on regarde ici, pour démarrer, en fait, il faut démarrer la qualité le jour qu'on démarre l'entreprise, même avant. Parce que les job description, tout ça, il faut l'avoir fait. On a dit qu'il faut faire le produit. Si vous n'avez pas fait l'étude de marché, si vous n'avez pas dégusté, vous ne pouvez rien faire. Donc, tout ça, vous devez le faire au départ. Quand vous avez dégusté, vous avez votre formule de produit. C'est votre norme de votre produit. Vous devez mettre votre formule, votre recette, et tout ça, vous le faites au début. Pour fabriquer ce produit, vous savez qu'il faut le mettre, par exemple, dans un four à 10 degrés, 30 degrés, je ne sais pas quoi. Est-ce que le thermomètre que vous mettez, est-ce qu'il est fiable? Vous voyez, tout ça se met en place. Mais si vous avez dit que voilà le thermomètre qu'on doit mettre en place, comment on s'en sert? Vous asseyez, vous écrivez la procédure d'utilisation. Donc, si vous avez déjà ce recul-là, vous le faites directement. L'utilisation, voici comment on tient la casserole, vous le faites, vous mettez, vous le décrivez. Et la normalisation, en fait, quand on parle de norme qualité, c'est écrire cette façon de faire. Vous écrivez ce que vous avez décrit, ce que vous faites. Quelqu'un prend, il lit. Soit vous prenez la caméra, on regarde. Si vous ne pouvez pas écrire, vous filmez tous vos gestes. Quand quelqu'un veut regarder, il prend la bande vidéo, il regarde comme YouTube. C'est ça la normalisation. C'est ça écrire les procédures. Mais ensuite, maintenant, pour aller plus loin, sachant que les coûts de certification, des coûts d'accompagnement, si on veut se former, sont élevés, il a fallu prendre du temps de réfléchir et de penser autrement. Changer de paradigme. C'est de dire ceci. Pensons franchise. On a les notions de franchise, c'est que
on a déjà pour mettre en place un travail sérieux, vous êtes obligé, quelqu'un a parlé tout à l'heure, de faire venir des consultants, des choses comme ceci, qui permettent d'aller très vite, de faire les bonnes choses. Les consultants ne sont pas gratuits. Un jeune qui voudrait être consultant ne peut pas le faire parce que tu viens de sortir de l'école, tu n'as rien, comment tu vas faire le conseil? Tu ne peux rien faire. Donc en fait, on a tout chez nous pour que ça ne fonctionne pas. Par contre, toutes les personnes qui étaient déjà consultantes avant, rien ne l'empêche de faire comme j'entendais dire là. Tu dis tu fais une politique de franchise. Et créant une procédure de franchise, tu dis aux jeunes qui sortent de devenir des franchisés. Étant franchisés, du jour au lendemain, ils ont comme bagage toute votre expérience de 30 ans, vous les lui mettez à disposition. Donc, si on prend maintenant ces jeunes qui se mettent là, ils ont déjà tous les outils, et rien ne les empêche dès demain d'accompagner les autres jeunes qui démarrent. Rien n'empêche cela. Donc, ensuite, souvent, quand on va vers un peu plus loin, la reconnaissance de tout ça, ce sont les certificats. Quand vous êtes certifié, directement, on vous fait confiance. Sans le certificat, on ne vous fait pas confiance. Donc, engager une démarche sans certificat, bon. Donc, vous êtes obligé de vous faire certifier. Un accompagnement classique, quand vous avez tout direct, quand vous n'avez rien, c'est dans les 18 mois. Bon, comment on fait avec les 18 mois? En même temps, on va constater une chose, c'est que nous, à l'école, ici, on forme des consultants, on forme des jeunes pour faire du sur-mesure. Donc, en fait, la démarche qualité l'accompagnement, c'est comme la couture. La couture, c'est-à-dire que on nous a tous appris à faire du sur-mesure. Tu veux faire une démarche un petit, tu recommences à zéro. Alors que dans la couture, on a du prêt-à-porter. On t'invite ce soir pour aller quelque part, tu vas à la boutique, tu achètes la tenue, on te fait les dernières finitions, tu portes le matin. On n'a pas encore intégré cela. Donc quand vous allez dans l'approche de franchise, on est dans le principe du prêt-à-porter. Et les consultants maintenant, c'est comme la couturière qui va venir et vous arranger quelque chose là et vous démarrez très vite. Ensuite maintenant, sachant que le certificat est valable 3 ans, puisque j'ai 2 activités. Donc j'ai d'abord fait il y a partie accompagnement. Ceux qui font l'accompagnement ne peuvent pas faire les certifications. Donc j'étais très embarrassé de laisser tomber tous les éléments d'accompagnement et le savoir-faire pour ne consacrer qu'à la certification. Donc, à partir de là, en permettant aux jeunes de faire des accompagnements, ça me laisse la liberté de m'occuper de la partie certification. Le certificat est valable 3 ans. Donc, comme c'est le principe de prêt-à-porter, il fallait revoir des choses importantes qui tournent autour du produit. Si le produit que vous faites, il est valable, vous démarrez avec n'importe quel jeune, au bout de 3-4 mois, que vous démarriez que les procédures qui tournent autour de votre produit, des résultats d'analyse sont fiables, vous êtes certifié ISO 9001, 5 mois. Pourquoi? Parce que, comme vous avez déjà tout le système qui est le prêt-à-porter, vous l'avez dans votre entreprise. Mais en 3-4 mois, vous ne pouvez pas tout mettre en place. Ce n'est pas possible. Par contre, il vous faut du temps pour le faire. Mais comme vous, maintenant, pour que ça marche, vous êtes obligé d'externaliser la démarche qualité. Donc, vous faites appel à tous ces jeunes consultants qui sont placés, qui vous suivent. Nous, on va vérifier que vous avez signé un contrat de 3 ans avec eux. C'est au bout de ça qu'on peut s'assurer qu'on certifie. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui dit je démarre et dans 3 mois il part. Mais moi, il faut d'abord avoir cela, s'assurer qu'on va jusqu'au bout. La certification, l'audit initial de certification, la première chose, d'abord quand on va auditer une entreprise, l'organisme de certification a pour objet de certifier, aider l'entreprise à se faire certifier. Quand on vient auditer, c'est ça. C'est pendant l'audit qu'on constate des écarts. On ne vient pas chercher des écarts, on vient l'aider
à réussir. Voilà, c'est ça l'objectif. Dans la première année, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que toutes les exigences de la norme ISO ont été traitées? C'est ce qu'on regarde. Mais comme il faut du temps pour le mettre en place, ça peut prendre 1 an. Mais comme le franchisé l'a déjà dès le premier jour, puisqu'il a le prêt-à-porter, ça veut dire que même dès le 2e jour, il peut être certifié. Ça vous surprend, mais c'est ça. Donc, donc, à partir de là, la structure peut dire, je suis avec des jeunes. Des jeunes vont dire, il y a plusieurs petits artisans, on les regroupe, on travaille ensemble. Chaque artisan peut payer maintenant cette société de conseil à, disons, dans les 15 000 francs par mois. Et ils ont tout, pourvu qu'ils aient signé un contrat de 3 ans. Et vous allez voir que sur 3 ans, ça peut tourner autour de 800 900 000 francs d'accompagnement. Donc, quand vous avez plusieurs petites, ça vous permet de vivre en tant que même ingénieur, jeune diplômé. Vous avez 20, 30, 40 entreprises, vous avez votre chiffre d'affaires qui entre. Les petites entreprises ont un très bon service de haut niveau et ça ne leur coûte pas très cher, ils sont compétitifs. Oui, donc je voulais juste revenir sur la question que je posais tout à l'heure concernant l'argent. Oui. On a eu les exemples, enfin, tu prenais deux possibilités sur le prêt-à-porter pour les entreprises qui naissent à partir de franchises, et puis le sur-mesure pour les jeunes entrepreneurs qui naissent comme ça et sur qui il faut faire un travail original à chaque fois. Et donc, pour celui qui a besoin d'un suivi sur-mesure, ça coûte combien? Exemple à l'appui, par exemple. C'est-à-dire que, peut-être sans citer de nom, mais j'aimerais que tu puisses prendre 2 cas sur lesquels tu as travaillé récemment pour qu'on puisse comprendre ce que ça peut coûter. Voilà. Il y a le cas de... Bon, vas-y. Il a son micro, il a son micro. Je ne sais pas si vous... OK. Ouais. Par rapport au montant, après, M. Ndébi a probablement ça dépend probablement du type d'entreprise. Voilà. Mais la première des choses que je veux dire aux entrepreneurs, et c'est pour ça que je demandais de l'applaudir tout à l'heure, c'est... Vous avez un peu vu le développement. Déjà, en termes d'expertise, moi, j'ai été convaincu quand nous nous sommes rencontrés. Par rapport au montant, sur notre entreprise, par exemple, on a payé le montant qui va chez AB Certification. On a payé pour un peu moins de 150 000. Monsieur Ndébi, vous m'arrêterez si je dis des choses qui ne sont pas vraies. On a payé un consultant, effectivement, Jamil, qui travaille avec nous pour le processus dont il parlait ensuite. L'entente avec Jamil, après, c'est entre nous. Parce que, vu que nous, on est une entreprise dans l'agriculture, il y a la partie administrative, il y a la partie ferme, parce qu'il doit également faire des descentes tous les mois sur la ferme pour s'assurer que les procédures qui ont été mises en place sont respectées. Donc ça, c'est à peu près entre 30 et 50 000 chaque mois sur le format qu'on a, parce que notre ferme est quand même éloignée. C'est ça qui fait que ce montant soit à ce coût-là. On a également eu à payer la formation des volaillers. Ça, ce n'était pas AB Certification directement, parce qu'on a demandé une certification halal. La certification halal, en fait, ça consiste, lorsqu'elle est estampillée sur le produit, à démontrer que nous respectons la jurisprudence islamique. Donc, on a fait former nos volaillers par les imams, par la communauté des imams de Douala, et donc, il y a eu le prix de cette formation-là aussi. Et donc, en gros En gros, sur les trois premiers mois, nous, on était à peu près à 500, un peu moins de 550 000. Pour les 3 premiers mois. C'est-à-dire, y compris AB Certification, le consultant et la formation de nos volaillers. Et pour la suite, on ne paye plus que le consultant en question et AB Certification pour les audits de recertification. Monsieur Ndébi, j'espère que j'ai bien retenu mes leçons. Oui. Donc, tes leçons. Donc, en fait, oui. Oui. Moi, j'interpelle les entrepreneurs. Hein. Quand on a commencé, je ne savais pas que pour une entreprise de production et transformation de volailles, on pouvait avoir plus de 100 procédures. Nous, on a plus de 100 procédures. C'est quand même un travail intense qui est fait. Et en tant que promoteur d'entreprise, lorsque vous faites ce processus-là, vous avez l'impression que vous ne gagnez pas d'argent. Je pense que c'est le combat qu'on a eu avec M. Ndébi au départ, parce qu'il faut stabiliser toutes les équipes,
Je me souviens que quand on faisait cette certification, à ce moment, on était 25 dans l'entreprise. Nous étions 25 en effectif. Et déjà à cette époque-là, ils demandaient que tous les collaborateurs viennent d'abord faire une formation théorique en qualité. Parce que quand on parle de qualité, nous, on s'attend à la qualité du produit. Du produit, oui. Alors que la qualité, aujourd'hui, on a même une procédure d'appel. Quand on reçoit les appels du client, qu'est-ce qu'on dit? On a même des scripts. C'est-à-dire que ce soit moi ou l'assistante administrative ou la commerciale, il faut que le client ait à peu près la même personne qui lui répond au téléphone. Et ça, franchement, moi, quand je commençais l'audit, la procédure, je ne savais pas qu'on allait faire la procédure de ça. Donc, l'entrepreneur a besoin d'avoir de la tempérance, mais c'est plus tard que tu vas te rendre compte que tu gagnes beaucoup de temps. Je ne vais pas parler de tout ce du turnover qu'on a dans nos entreprises, les personnes qui partent au Canada, et le jour où tu as un collaborateur qui démissionne, tu reformes le nouveau collaborateur pendant 1 an, tu arrêtes ton travail pour le reformer. Aujourd'hui, moi, je prends le carnet de procédure, c'est indexé. Je sais par exemple que sur telle fonction, sur tel poste dans l'entreprise, on a la fiche de poste, on a les procédures que doit connaître ce collaborateur-là. L'onboarding me prend 2-3 jours. Alors moi, j'avais une question sur, peut-être concernant l'argent, mais pas que. C'est que les difficultés que rencontrent les petites et moyennes entreprises et les TPE à suivre une démarche qualité et donc finalement à se faire certifier, est-ce que c'est seulement sur l'argent? Est-ce qu'il y a d'autres barrières, d'autres difficultés? Parce qu'évidemment, tout le monde a intérêt à se normaliser, mais est-ce qu'il y a, au-delà de la question de l'argent, surtout là qu'on est au début, est-ce qu'il y a d'autres barrières, d'autres difficultés? Je peux prendre? Oui. Alors, bon, d'abord, il n'y a pas que l'argent. Concernant la question de l'argent, entreprendre, c'est entrer et prendre. Si vous pensez que vous avez les problèmes d'argent... Petite pause. Non, mais si vous pensez que vous avez les problèmes d'argent, Monsieur Ndébi est là, agrippez-vous à lui, dites-lui que je n'ai pas l'argent, vous allez trouver une solution ensemble. D'abord, moi, je dis ça. Vous comprenez? Si vous sentez que c'est chaud, vous dites que le père, je peux d'abord avancer 100 000, 50 000 ou 100 000, c'est chaud, ça ne donne pas sur moi. Il ne va pas vous chasser. Franchement, n'hésitez pas à le faire. Maintenant, il n'y a pas que la question d'argent. Faire un processus de normalisation, et là, je parle vraiment d'expérience, c'est mettre en commun plusieurs expertises, plusieurs corps de métier. Je prends un exemple simple que nous, on a eu une difficulté. Là, j'ai parlé de combien nous a coûté la certification, mais on a une difficulté qui nous a coûté 4 ou 5 fois plus. Monsieur Ndébi est témoin. Lorsque nous, on a vraiment été à l'ouverture de beaucoup de supermarchés à Douala, c'est-à-dire des supermarchés qui sont arrivés, qui avaient besoin de livraison sur un produit comme le poulet que nous faisons aujourd'hui, en qualité et en régularité. Et donc, il fallait des certifications. Et lorsqu'on décide de faire ces certifications-là, donc la certification halal qui est l'une des exigences, parce que les certifications en question sont posées dans les supermarchés, quand il y a les vérifications des ministères et autres, il faut qu'ils se rassurent de cela. On est donc obligé de travailler avec le corps des imams qui doit nous certifier, qui doit nous donner la certification halal. Le problème étant que il faut que ces différentes personnes avec lesquelles les organismes de certification travaillent comprennent également que aujourd'hui, on a un client qui est là, on a 45 jours de production, il faut que le produit sorte. Donc, on doit mettre en concaténation, si tu veux, l'exigence de la procédure de normalisation avec le besoin du client. Parce que nous, on a un problème de temps. C'est-à-dire que si le processus de certification me prend plus de 45 jours, j'ai déjà le produit en main et il faut juste qu'il soit livré. Mais il ne peut pas être livré si la procédure n'est pas terminée. Donc, en face, parfois, tu te retrouves avec des experts qui vont te dire il faut qu'on finisse d'abord la formation des collaborateurs, il faut que les collaborateurs aillent d'abord sur le terrain de travail, il faut que dans 30 jours, on vienne vérifier que ce que vous avez dit, vous êtes en train de le faire. Et c'est là où on vous appose la certification. Ça prend 60 jours, mais nous, on n'en a que 45. Donc, il y a la mise en commun de toutes ces expertises-là qui n'est pas chose facile et que je veux vraiment qu'on puisse saluer sur des organismes comme AB Certification parce que justement, le travail qu'il fait, c'est de s'asseoir avec toutes ces personnes et mettre en face les différentes perspectives. On n'a pas tous les mêmes perspectives, mais pour que ça fonctionne, il faut que chacun puisse comprendre l'autre. Ça, c'est le deuxième challenge. JP, peut-être avant que Jacques ne revienne sur la question aussi. C'est vrai que nous, quand on a eu un challenge au Bukavu, qui était de comment est-ce qu'on fait pour travailler avec les big players. On est dans un écosystème, la coopération entrepreneuriat, qui est très difficile.
Les entrepreneurs qu'on accompagne, ils n'ont pas un clou. Ou bien ils font semblant de ne pas voir. Quand tu as dit big player, tout le monde n'a pas compris. Hein. Big player, c'est les bailleurs de fonds, c'est les ambassades, c'est les telcos qui ne jouent pas le jeu, c'est les banques, dont la rouge et noire qui ne jouent pas le jeu. Donc voilà. Hein? Non, c'est pas. Non, on commence pas, toi, on est en contentieux. Commence pas. Toi, on est en contentieux, commence pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de la journée, bon, moi aujourd'hui, je ne me plains pas à dire que Mérimé qui est là, c'est Cameroun Sio, il peut te dire. Nous, on a commencé au Bukavu, donc Cameroun Sio, il était parti du coworking où il était. Je ne sais plus qui me l'a présenté. Enfin, quelqu'un me l'a présenté au Bukavu. J'ai dit, écoute, tiens, prends une table. À l'époque, les tables qu'on avait, c'était des palettes qu'on avait clouées. Et au début, comme il était son seul employé, moi j'étais mon seul employé aussi, pareil, j'avais le Bukavu dans mon sac. Lui, il avait Cameroun Sio, pareil, dans son sac, dans son ordinateur. Des fois, on dormait 48 heures à même le sol, sur les nattes, etc. Et on ne comprenait pas pourquoi, en fait, on n'arrivait pas à dépasser en termes de facturation les 5 francs que tu peux gagner, tu vois. J'ai eu j'ai 2 exemples. On a failli avoir le Bukavu un contrat avec Société Générale. Quelqu'un dans la salle, je ne dirais pas qui. Non, mais... Non, vous n'êtes pas assez structuré. Non, mais en fait, quand je prends du recul, je ne dirai jamais ça. Bon, on va y écouter aujourd'hui. Mais quand je prends du recul, effectivement, c'est plus facile de convaincre que tu peux vraiment délivrer ce qu'on sait que tu peux délivrer en termes de capacité. Parce que sur l'accompagnement de l'entrepreneur, du jeune entrepreneur au Cameroun, terre à terre, là, personne ne me bat. C'est pas parce que genre les ODC et compagnie, machin, personne ne me bat aujourd'hui. Sauf que quand quelqu'un a un programme de 1 million d'euros à déployer sur le Cameroun, ce truc, bah, tu es bien beau avec ton Bukawa, tu viens de Koti, tu racontes ton storytelling, oh, je dormais par terre, Mérimé, tout ça, il était en haut. Mais sauf que le gars se dit, il a un chiffre d'affaires, il a un budget à déployer, il n'est pas sûr que tu es capable parce qu'il ne connaît pas les process de déployer ce budget-là. Donc je vous jure que, et ça arrivait beaucoup à l'écosystème au Cameroun. Par exemple, il y a Facebook qui avait plein d'argent à un moment qui formait des influenceurs et tout ça. Ils sont allés prendre une boîte qui est au Sénégal pour venir pour déployer le programme au Cameroun. Et quand la boîte est arrivée au Cameroun, 90% du travail a été fait par nous les locaux. Simplement parce que comme on n'avait pas de procédure, ils ne pouvaient pas signer avec nous. Et à l'époque, j'avais dit aux gars que arrêtez d'accepter de travailler pour cette boîte-là parce que vous montrez effectivement qu'on est totaux, qu'on ne sait pas faire parce qu'on ne peut pas signer, parce qu'on n'a pas les procédures. Donc même pour les boîtes de services, etc., il faut se normaliser. Nous, on a décidé bon, on n'avait pas l'argent et ce qu'on a fait, je dis alléluia ChatGPT, je vous avoue, hein, l'année dernière, 2023, 2024, je me dis, bon, soit je ne me mets pas dans le processus, soit j'essaye d'organiser et de fonctionner au moins comme si, en fait, j'étais en train de faire le truc, et j'organise comme ça. Et donc, je suis sur ChatGPT, j'ai pris l'abonnement pendant 2 mois, j'ai sorti les procédures, les fiches de poste, les machins, pas avec un expert, mais au moins pour dire que le jour où l'expert vient donc, merci de m'avoir dit que je peux négocier le prix avec M. Ndébi, donc à la fin, là, on va négocier. Je sais, moi, aujourd'hui, cette année, le Bukavu, c'est qu'à la fin de l'année, on est justement la norme ISO, en termes de service, pour qu'on soit incontestable sur le marché, pas seulement camerounais, mais CEMAC. Et je sais qu'aujourd'hui, mes gars sont habitués à ce principe-là, parce qu'en fait, depuis 1 an, on fonctionne un peu comme ça. Mais c'est vrai que c'est chaud, mais ce qui est plus, c'est même pas l'argent qui est difficile, c'est qu'on recrute des gens, c'est pas une histoire de salaire, mais les petits qui sortent de la fac ou qui ont 1-2 ans là, déjà, ils pensent qu'on est Orange, MTN, les gars, on n'est pas ça, on prend ton 150 000, on se saigne pour ton 150 000, plus les frais qu'on paye à côté, mais ils ont de l'eau dans la tête. Donc c'est-à-dire que pour appliquer des processus et des procédures, mais tu souffres triplement. Mais triplement, c'est entre, je l'ai dit que, je laisse ça. Parce que, attends, JP... Non, la problématique est celle-là. Mais c'est des jeunes aussi, c'est pour ça qu'ils sont jeunes. Ils apprennent. Non, attends. Moi, je vais te donner un exemple. Il y a un gars au Cameroun, il est dans le sud-ouest, il a Boya,
il s'appelle Churchill. Churchill, depuis plus de 10 ans, ce gars-là délivre ses services avec une qualité irréprochable. Et ce n'est pas une histoire de... Et on connaît tous comment Boya, ça peut être chaud, etc. Si lui peut faire ça, on peut faire. Parce que nous, à Douala, Yaoundé, on est mieux que les gars de Boya, Bamenda. Moi, j'ai vu un gars à Bamenda qui a eu une subvention de 10 000 € l'année dernière. Irréprochable. C'est une question de mentalité. Je vais avoir, après 3 ans et demi de bataille avec Yaoundé, on a enfin eu le Boukaro, l'agrément d'incubateur, enfin. Et on a découvert au bout de 3 ans et demi que peut-être qu'on a passé l'incubateur. Et quand on fait le document avant de recevoir, les gars et tout ça, l'équipe qui venait du ministère, je dis on va faire dans ce détail-là, comme ça, A, B, C, D, petit 1, petit 2, tiret, petit tiret encore, petit A, machin, ça. Et que non, monsieur, on connaît ça, c'est bon, on va seulement faire la fiche comme ça, tac, tac, ça va aller. Je dis, les gars, vous êtes fous, je n'étais même pas là, Denis venait faire la visite, moi je n'étais pas là. Les gars, ils me disent que ça va aller, j'attends 19 h qu'on m'envoie le document, on voit 2 pages. Je dis que les gars, vous êtes fous, ça fait 3 ans et demi qu'on me bat, l'agrément là, vous faites 2 pages. Je me suis mis devant mon ordinateur, là où j'étais, je travaillais de 1 h du matin à 8 h non-stop, j'ai dormi 30 minutes. Et j'ai fourni un document de 45 pages. Et les gars ont pris le document, on dit que non, on va monter son modèle aux autres incubateurs qui vont venir derrière. Et donc, la problématique de la ressource humaine, elle est exponentiellement... Tu ne peux pas. Et quand il disait tout à l'heure qu'il faut commencer dès le début, il faut commencer dès le début précisément pour cette raison. Parce que le coût de transformer les mauvaises habitudes, de changer les mauvaises habitudes, a commencé avec le début. C'est dur. Mieux tu commences et tu dis au gars que, écoute, voilà ce que je veux que tu fasses dans mon... Et tu dois avoir une attitude que je n'aime pas avoir, mais aujourd'hui tu es obligé d'avoir. Tu dois être extrêmement directif, dictateur, barat, tout ce que tu veux, méchant, et j'accepte. Mais quand il vient que si tu veux le travail là, c'est comme ça que tu vas marcher. Si tu ne veux pas marcher comme ça, quitte. Tu quittes mon frère. Hein? Non, tu ne dois pas faire comme les collaborateurs du service marketing de Société Générale qui reçoivent sans recevoir. Non, c'est pas personnel, je ne parle pas de lui, ne vous inquiétez pas. Non, et dans tout, il faut être organisé. Nous, aujourd'hui, on a signé, il y a 2 jours, avec Genouka, il est dans la salle, Walter, pour justement que les entreprises qu'on accompagne dans tout ce qui est Made in 237 et services et produits soient extrêmement organisés. Et ça, en fait, c'est le début pour dire, si vous voulez arriver vendre chez Total, chez Carrefour, si vous voulez à un moment donné pouvoir lever des fonds comme Maviance, il n'a pas parlé de Maviance, mais Maviance, les 2 boss de Maviance, moi j'ai eu quelqu'un qui a fait leur audit de la part de l'investisseur, ils ont regardé toutes les procédures que Maviance avait avant de mettre leurs 5 francs. Et l'audit et le rapport d'audit qu'on a fait aux investisseurs en disant que les gars là, même quand tu sors le bic du magasin, les gars, il y a une procédure sur le bic. C'est pour ça qu'on a donné des millions de $. Parce que les procédures de A à Z, il aurait pu dire aussi que non, comme beaucoup de startups font, oh non, on est une startup dans le monde de la Silicon Valley, c'est pas comme ça, Silicon Valley, blablabla, bullshit. Tu dois être encore plus fort que Facebook pour avoir 5 francs dans le monde, surtout qu'on se dit que, et quand tu dis que ouais, toi tu n'es pas bandit, je suis d'accord. Mais sauf que quand un investisseur entend je vais mettre mon argent en zone CEMAC, il veut être sûr qu'il a le bon interlocuteur. Ouais, il dit que non, c'est quand tu sais que c'est comme ça que c'est pas comme ça. Donc du coup, il faut être irréprochable dans tout, et notamment avec les papiers. Il y a des procédures, c'est ça qu'il faut le départ. Alors Jacques, moi, la question des normes, c'est très important, mais il reste toujours aussi que c'est parfois des normes qui ont été fixées par des experts très lointains, d'abord pour des territoires loin de nous, et après, comme le monde se globalise, ça devient des normes pour tout le monde. Donc c'est normal que tout le monde se mette à niveau par rapport à ça. Mais je voulais aussi qu'on parle je voulais qu'on parle des certifications, ou alors des normes territoriales, des normes qui peuvent d'abord être prises dans le cadre d'une zone donnée, d'un territoire donné. Et puis avant de partir sur d'autres territoires aussi. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que ce qu'on fera ici sera moins bon que ce qui peut être fait ailleurs, mais je voudrais qu'on parle aussi de ce type de normes-là. En fait, tout le monde
travaille sur les normes d'organisation. C'est nous qui nous embrouillons tout le temps sur les normes produits. Pour entrer dans l'Union européenne, on va vous demander, est-ce que vous respectez l'hygiène? Est-ce que vous avez HACCP? Parce que le produit qui arrive là ne va pas aller tuer les autres. Quand vous achetez leur parfum, vous achetez leur champagne, quelle est la norme qu'ils mettent sur leurs produits pour les mettre ici, chez nous? Donnez-les-moi. Ils ont fait les appels pour cette réciprocité. Dites-moi, vous achetez n'importe quel parfum, n'importe quel produit, allez à Carrefour, regardez s'il y a une norme dessus. Dites-moi. C'est parce que c'est nous. Quand on a généralisé avec les APE pour pouvoir ouvrir les frontières, on dit on va normaliser, puisque les APE viennent remplacer les accords de Cotonou. Dans les accords de Cotonou, l'Union européenne nous finançait pour les projets et tout ça. Maintenant, ils ne veulent plus financer. Ils disent on va faire les accords de partenariat avec l'Union européenne. Bon, vos produits entrent chez vous, chez nous, et les vôtres entrent chez vous, mais par contre, pas la certification. Les entreprises européennes sont certifiées, toutes. Donc, parler de certification de produits, ils ne comprennent même pas. Donc, ils sont certifiés. Tous ces entreprises-là sont bien. Tu veux sortir, tu veux fabriquer un produit, n'importe lequel. Est-ce que vous avez les fiches de dégustation? Est-ce que tu fais des dégustations à l'aveugle? Est-ce que de temps en temps, comme les gens doivent déguster, il y a des séances de dégustation pour faire les dégustations à l'aveugle, pour s'assurer que le gars, quand il goûte, c'est toujours la même chose? Vous voyez, donc, si c'est le cas, allez me donner la norme de dégustation sur la langue de quelqu'un. Vous voyez, c'est l'organisation qui est autour de ça. Par exemple, je peux prendre l'Université du vin de Suze-la-Rousse pour l'accréditation de laboratoire. C'est moi qui ai travaillé là-dessus. Donc, partout, même quand vous allez voir dans le vin, tout ça, on va vous appeler, on va parler des appellations, l'INAO, c'est ça. Quelle est la norme sur le vin? Dites-moi. Le vin rouge, dites-moi, le vin blanc. Est-ce qu'il y a une norme? Donc, tout ce qu'on demande, est-ce que le produit qui sort est sain pour la santé des consommateurs? C'est ça qu'on doit voir. Donc, pour revenir là-dessus, par rapport à chez nous, la norme que tout le monde utilise, c'est ISO 9001. Elle définit les critères qu'on doit respecter. Maintenant, c'est vous qui mettez vos classeurs. Il a dit tout à l'heure, il a peut-être 1000 pages dedans. C'est ça votre propre norme interne. Parce que vous avez traduit les exigences de la norme ISO 9001 chez vous. Il vous faut l'organigramme. Son organigramme peut avoir peut-être une page. Mais si vous êtes chez Guinness, vous avez 4 pages. Si vous avez des fiches de poste, des job description, pour lui, ce sera sur une petite page. Chez Guinness, ce sera la même chose. Ça a besoin de job description. Tout le monde a besoin. Les plans de contrôle. Quand il faut contrôler quelque chose, comment ça se passe? Quand vous recrutez quelqu'un, est-ce que vous avez fait dans la première séance les trucs, on peut dire l'incubation, quand il arrive, comment on lui montre ce qu'il a lieu de faire? Dans sa fiche de poste, on dit voici les procédures. Les procédures décrivent exactement ce que vous faites. Si vous dites ici chez nous, pour arriver, tu montes par là, tu redescends par là, le jeune que vous recrutez maintenant, il monte par là, il descend par là. Il part aujourd'hui au Canada, un autre arrive, on prend le temps de lui montrer l'incubation, il monte par là, il repart par là, il part demain, vous prenez un autre, il va le faire. Mais c'est vous qui avez décrit ce qui se passe chez vous. Quand vous êtes chez vous, vous faites votre recette de cuisine. Vous mettez à la cuisine, c'est vous qui avez écrit votre recette. Vous savez que je commence à faire ceci, je mets telle quantité, c'est vous qui l'avez faite. Donc, si vous n'êtes pas là et que quelqu'un d'autre veut faire la cuisine, comme vous voulez, vous prenez la recette, vous lui donnez, il sait lire, il le fait. Et vos procédures internes, ce sont vos recettes. Et quand on va prendre les recettes pour les entreprises, petites entreprises, elles sont presque les mêmes. On peut avoir la fiche produit qui change un peu, mais la fiche de poste, que ce soit pour une petite, que ce soit pour Guinness, pour tous les autres, c'est la même chose. Donc, pour pouvoir fonctionner, il fallait revoir ISO 9001, petites entreprises, c'était quelque chose de très compliqué. Avant, c'était un référentiel qu'on mettait en place pour essayer de baisser les coûts. Mais pour changer tout ça, on se dit, bêta, dès à présent,
toutes les petites entreprises camerounaises seront toutes certifiées Isonophile 1. Point barre, plus le débat. Mais pour cela, comment faire pour cela, puisque ça, et puis il ne faudrait pas que ça dépasse sur 3 ans 2 millions. Comment on a commencé à revoir? C'est-à-dire que, une première chose, les gens ont un système qualité qui est informatisé. À partir du moment où vous venez, il y a un ordinateur, il y a tout ce qui est informatisé. À partir de là, on a la prise en main à distance. Je suis consultant, je suis chez moi, où vous pouvez suivre des personnes. À distance, vous avez accès à leur directeur, leur outil, vous les aidez à distance. Vous voyez déjà, ça commence à changer la mentalité, ça commence à changer beaucoup de choses. Quand on parle de qualité, on parle souvent les gens parlent de qualité, on parle de qualiticien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot-là. Qualiticien vient de qualitique, c'est-à-dire qualité et informatique. Qualiticien, c'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'on a pensé à l'informatique souvent quand on parle de qualité? Pas trop. Donc maintenant, on essaie de l'adapter. Une fois que vous avez vous avez tout mis sur informatique. Quand je vous parlais de 4 mois, c'est parce que tout est informatisé. Dans le coût, je disais moins d'approchement de 4 millions, moins de 3 millions ou 2 millions pour les petits, c'est adapté sur 3 ans. Puisque le certificat qu'on vous donne est valable 3 ans. Vous signez le contrat avec l'associé de conseil qui vous accompagne sur 3 ans. Vous signez le contrat parce qu'on a essayé de mettre aussi à l'intérieur, pour ceux qui sont dans le cadre de l'agroalimentaire, le laboratoire, vous signez le contrat sur 3 ans, tout est dedans, puisque les analyses viennent de là. C'est cette façon de faire qu'on a essayé de revoir pour casser le prix. Et après, maintenant, vous pouvez payer. Le but, c'est que les gens payent chaque mois. L'associé de conseil, si vous dites que vous ne pouvez pas payer maintenant, ce n'est pas un problème, puisqu'il est avec vous pendant 3 ans. Parce que, sachant qu'il a avec lui peut-être 10, 20 petites entreprises, s'il y a un qui n'a pas pu payer maintenant, ça ne le gêne pas trop, puisqu'il peut être payé autrement. Vous voyez, c'est cette façon de refaire penser le fonctionnement de l'entreprise et les accompagnements qui fait en sorte que les gens prennent des contrats sur... le contrat, c'est 3 ans. Parce que quand tu as maintenant un organisme de certification, tu as besoin d'accélérer le passage des personnes, puisque le certificat permet de vendre. S'il fallait qu'on ait tout fait pour que vous ayez le certificat, vous allez travailler, vous ne pouvez pas fonctionner vos produits rapidement. Alors Jacques, on reviendra sur la question de la facilitation de la normalisation et de la mise à niveau, parce qu'en fait c'est ça le cœur de la thématique, aider justement les jeunes entreprises, les jeunes TPE ou alors PME à pouvoir se normaliser plus facilement, faire leur mise à niveau et leur certification plus facilement. Je t'ai entendu parler au départ de Made in Cameroun, donc tu parlais de l'agroalimentaire tout à l'heure par exemple, mais j'ai aussi entendu souvent parler de l'origine Cameroun certifiée. Donc je voudrais que tu fasses la différenciation, que tu nous expliques c'est quoi, quelle peut être la différence entre ces deux labels, Made in Cameroun et Origine Cameroun certifiée. Parce qu'après, c'est aussi des étiquettes, des logos qui permettent de vendre ces produits, voilà, d'avoir plus d'efficacité dans la manière de distribuer ces produits. Donc, c'est avec le ministère des Mines et de l'Industrie qu'on a créé le label Made in Cameroun parce qu'il fallait avoir une méthode de fonctionnement. Et le Made in Cameroun, en fait, c'est l'équivalent de la norme ISO 9001 de 2000. On n'a pas mis il y a des choses qu'on a enlevées, mais c'est les mêmes procédures qui sont dans le référentiel Made in Cameroun. Donc, après maintenant, sachant que tout le monde... Made in Cameroun, partout, tout le monde parle de ça dans tous les sens. On n'a pas le logo qu'il faut. Ça embrouille, ça perturbe les messages. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé que dorénavant, on ne parle plus de label Made in Cameroun, mais on parle de certification ISO 9001 pour tout le monde. Parce que là, ça différencie. Parce que maintenant, tout le monde ne peut pas avoir ISO 9001 et tout le monde met souvent son logo, met Made in Cameroun, tout ce que vous voulez là-dessus. Par contre, quand on parle origine Made in Cameroun, ça veut dire fabriqué au Cameroun. N'est-ce pas?
Guinness, c'est pas du Made in Cameroun? Hein? Donc ça veut dire que tout ça, c'est du Made in Cameroun. Les bus Sotrabus, c'est pas du Made in Cameroun. Voilà. Donc, le problème qui se passe, c'est que quand les gens parlent de Made in Cameroun, quand vous leur demandez la définition, ils vont dire oui, Made in Cameroun, c'est des produits qui sont faits par une entreprise camerounaise, par les Camerounais, avec la matière première camerounaise et tout ça. C'est faux. En fait, ils pensent à origine Cameroun certifiée. Origine Cameroun certifiée, ça veut dire que quand je prends ce produit, par exemple, c'est 50% de la matière première est camerounaise et 50% du prix de revient reste au Cameroun. Ça voudrait donc dire que, et donc ça veut dire que c'est aussi Made in Cameroun, puisque c'est fait au Cameroun. Ça voudrait donc dire que la brasserie ne sera jamais origine Cameroun certifiée. Guinness non plus. Mais pourtant, ils sont tous des Made in Cameroun. Donc, et quand on regarde le logo origine Cameroun certifié, ça veut dire que on fait travailler nos gens dans nos campagnes, on fait travailler toutes les personnes. Donc, on réduit pour les gens. Non, on a la probabilité et puis on peut. Voilà, c'est l'exode rural que je disais. Donc, lutte contre l'exode rural, on fait travailler nos personnes, on fait travailler toutes ces personnes, tout le monde là-dessus. Donc, et là, on est dans le protectionnisme pur et dur. Comme on est au niveau de l'OMC et que nous avons signé les accords OTC, les obstacles techniques au commerce, Origine Cameroun certifié, c'est en fait un obstacle technique au commerce. Parce qu'on est en train de tout faire pour que les Camerounais et les autres étrangers ne prennent pas leurs produits. Donc, officiellement, même nos administratifs ne peuvent pas faire la promotion de Origine Cameroun certifiée parce qu'on est membre de l'OMC depuis 1993, quelque chose comme ça. Et on a signé des accords OTC qui sont là pour lutter contre le protectionnisme. Voilà. Et quand on regarde maintenant le logo de Origine Cameroun certifié, c'est comme un ballon, c'est rond. Et après, il y a les pattes griffes, là, vert ou jaune, vert ou jaune. Ça veut dire que quand on prend Origine Cameroun certifié, ça veut dire lion indomptable. Donc, dès qu'on parle lion indomptable, c'est tous les Camerounais doivent chercher ce logo-là pour que quand tu le vois, tu sais que c'est ça que tu vas prendre comme produit. Donc, Origine Cameroun certifié, c'est assurer le protectionnisme de nos produits. Alors, aujourd'hui, quelle est l'ampleur de la promotion de ce label? Et je parle en termes de chiffres, hein, de nombre d'entreprises ou même de produits qui portent déjà ce label. Et comment est-ce qu'il aide ces différentes entreprises-là à gagner plus d'argent ou alors à gagner en meilleure crédibilité dans le marché local? Ça, là, c'est un problème un peu très complexe. Oui, c'est très complexe. Au début, on est arrivé dans les 200, 300 produits. Il y en a plus 300, 400 produits. Mais nous sommes dans un fonctionnement où, pour pouvoir fonctionner correctement, on a besoin d'une infrastructure qualité. L'infrastructure qualité parle de la normalisation, parle de la métrologie et parle de l'évaluation de la conformité. Chez nous, nous ne l'avons pas. Donc, nous avons une structure qui fait tout. Donc, à partir de là, elle fait obstacle à tout ce qui ne lui convient pas. Donc, il va vous dire, bon, mettez d'abord ça dessus. On vous donne vous mettez certaines étiquettes dessus. Voilà. Qui coûtent très cher. Et si vous ne l'avez pas, on enlève votre produit du marché. Donc, une fois que quelqu'un a réussi à se payer cela, il va te dire que la partie Origine Cameroun certifiée, ça ne concerne plus. Vous voyez, donc c'est ça. Et après, maintenant, parce que nous avons besoin de ces trois piliers-là. Tant qu'on n'aura pas ces piliers, le désordre que nous avons va continuer. Voilà. Alors, donc, j'aimerais demander l'avis d'abord des entrepreneurs avant de revenir aux qualiticiens pour aller vers la fin de cette discussion, avant de donner la parole à nos chers participants. Comment faciliter, comment aller facilement
vers la normalisation et la mise à niveau. Bon, c'est vrai que Flavien, il a déjà beaucoup expliqué son expérience. Mais qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui, Flavien, toi, par exemple, à d'autres personnes qui n'ont pas encore suivi la même démarche que toi? Comment ils pourraient se comporter pour passer ces démarches-là plus facilement? De manière très simple, Bonas, un entrepreneur, c'est un apporteur de solutions. Malheureusement, on est dans un environnement où on a l'habitude de vouloir consommer, vouloir profiter de ce qui existe déjà. Les entrepreneurs doivent apprendre à prendre leur savoir, l'apporter aux personnes qui sont habilitées, de sorte qu'on puisse le mettre dans le format qui est destiné à être compris par le plus de personnes. Si je prends un exemple, aujourd'hui, on a un organisme qui est en charge des normes et qualités au Cameroun, mais ils n'ont pas une norme relative à un produit comme le poulet. C'est une entreprise comme nous. La norme? Oui, il n'y a pas une norme relative à un produit comme le poulet. C'est une entreprise comme nous qui a la capacité, parce qu'elle a l'expertise, elle a la connaissance technique, qui peut faire des propositions en ce sens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au Cameroun, il y a des appels, par exemple, chaque année, où ils disent, si vous avez un produit qui ne figure pas encore dans notre catalogue, faites des propositions, mais il y en a très peu. Donc, je pense qu'on doit également être dans la proposition, dans l'apport de solutions pour qu'ensemble, on puisse construire cet environnement-là. Très peu est encore fait aujourd'hui. Oui, bon, une réaction rapide déjà. Je rajoute quelque chose. Quand on va faire une norme, c'est votre... Si vous voulez qu'on fasse une norme sur le chocolat, d'accord, c'est votre formule de fabrication, c'est votre secret de fabrication. Une fois qu'on l'a mise sous forme de norme, ça veut dire que tout le monde utilise votre secret de fabrication. Commencez à comprendre maintenant. Quand on dit faites, oui, moi je vais apporter tout. Mon savoir-faire, je le mets, on s'assoit tous, tout le monde s'assoit, on le fait maintenant. Comme c'est une norme, tout le monde le fait, ton secret de fabrication, oui. C'est là où ce problème sur les normes produits et tout ça. Par exemple, si on veut dire, c'est quoi? Prenons la norme sur le manioc. Ah, c'est quoi la norme sur le manioc? Est-ce que c'est une taille, c'est un poids, c'est une quantité de sève dedans? Donc, si c'est le cas, quand je plante mon manioc, il commence à pousser. S'il pleut trop, je vais dire à la pluie, arrête. Parce que tu risques de mettre trop d'eau à la racine. Et si ce n'est pas cela, je sais qu'il fait très chaud, le soleil arrive, tu veux dire, oh, le soleil arrête, parce que mes plantes grandissent. Vous commencez à voir qu'on ne peut pas tout normaliser de la sorte. On est là, vous comprenez pourquoi on le dit, je vais faire le truc du manioc et tout ensemble de choses. Bon, les gens sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. Parce que vous voyez, il y a des choses comme ça qui ne peuvent pas fonctionner. C'était pour vous dire, quand on dit venez donner quand on écrit des normes. Moi, je ne peux pas apporter mon secret de fabrication. Allez demander qu'on le fasse pour Coca-Cola, n'est-ce pas? Oui, qu'il le fasse. JP? Alors, deux choses. Sur le sujet du label, je ne pense pas que le label soit un frein ou un incitatif en réalité, parce que moi, en un an et demi de distribution dans les boutiques Total, et que soit on est partout, on est à Marois, on est à Gaoundéré, on est partout, on est une cinquantaine de boutiques qu'on couvre à peu près. Et je suis sûr que vous, dans la salle, vous n'êtes pas... bon, vous allez regarder s'il y a marqué Made in Cameroun dessus, mais en réalité, le label, aujourd'hui, dans le cadre camerounais, influe peu parce que ce n'est pas une garantie de qualité, aujourd'hui. Moi, je vois et je suis désolé pour les promoteurs ou bien pour les promoteurs de ces espaces-là, je vois les foires Made in Cameroun, des fois, damn, tu vois, tu dis, mais jamais j'achète ça. Pas parce que tu n'as pas envie d'acheter, parce que c'est minimum tu as envie, parce que moi j'y vais parce que j'augmente mon portefeuille tout le temps. Là, on est en train de recruter une vingtaine de marques. Sur les 30 propositions qu'on a reçues, il y en a peut-être 5 que j'aurais envie d'acheter personnellement. Donc il y a d'abord un problème de qualité et un problème de compréhension de ce qu'on dit tout à l'heure de la marque par rapport à leur marché. Il disait tout à l'heure que la norme commence par le fait d'avoir testé ton produit et par rapport à ce que tu sais que le client va vouloir, tu construis autour. Et effectivement ça, mais sauf que les gens du Made in Cameroun sont comme les gens de la tech au Cameroun. Ils pensent que parce qu'ils ont créé leurs produits, ils ont créé le ciel, la terre et l'espace en même temps, et que ce qu'ils ont fait, c'est la chose la plus extraordinaire jamais produite. Non, un ami disait tout à l'heure qu'il y a son fils qui lui a ramené un paquet de... Tout à l'heure, le paquet de chips, non, fait par les Chinois.
Les gens ont mangé aujourd'hui, les gens qui ont copié les Pringles, la marque locale, ceux qui font le jus de fruits pour enfants, ils ont copié les Pringles. C'est distribué par eux, c'est leur marque. C'est produit en Chine. Broly? C'est produit en Chine. Non, pas Broly. Non, lui c'est là depuis. Hein? Crax. Non, même pas. C'est pas Crax? Dolo, regarde bien, c'est produit en Chine. Ah. C'est produit à Guangzhou, je sais plus quoi là. Donc, encore pareil, peut-être que tu as croqué une RS de puce électronique en même temps, tu sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le label n'est plus. Il y a un problème de qualité, il y a un problème de je connais et pour la Nord, je connais une qui a. Donc, elle est made in Cameroun. C'est une des. On va dire, j'ai appelé une des tatas du game, du made in Cameroun. Biscuits, tout ça, machin, propre. Packaging, mais bon, son entrée de gamme est à 1000 francs. 1000 francs, quand tu ouvres le paquet, tu vois déjà que le carton là prend la moitié de l'espace, donc le contenu c'est la moitié de l'intérieur dans le plastique. Et il y a 6 biscuits. 6 biscuits qui sont comme ça. Donc moi je me suis dit, et je me remets, et bon, bien sûr, elle met dessus, oui, à un moment donné, il y a farine locale, prostate, etc., compliqué, tout ça, là, truc que je déteste voir. Mais après, j'oublie ça et je reviens dans ma peau de gourmand que j'ai envie de. Parce que je me dis, ouais, il faut que j'évite le sucre. Tu l'as dit 2 fois dans cette discussion, JP, que t'es gourmand. Non, j'aime la chop, non. Est-ce que c'est caché? Ça se voit, non? Okay. C'est une histoire qu'on va cacher. Et j'ouvre le truc. Il y avait 6 biscuits. Mes biscuits avaient la taille ici. Comme la pièce de 500 d'avant, là. Donc, et elle vend ça à colo. Mais jamais je vais acheter. Je ne sais pas. Donc, il faut d'abord que ce soit dans le service ou dans le produit. C'est comme tous les gens qui sont dans le... Il y a, à part Ejara, mais tous les gens qui sont dans le Bitcoin, le machin, plein de gens de la tech, là. Gars, on vous a dit que... On vous a montré ce que les Chinois ont fait avec 6 milliards. Ils ont fait perdre 2000 milliards de dollars aux Américains. Donc, quand tu danses dans la tech, dans ton produit tech, là, au Cameroun, sois conscient qu'il faut être prêt. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas. Mais il faut être prêt et il faut être réaliste sur ce que tu es capable de faire. Le problème du Made in Cameroun, au-delà, c'est que la norme, comme je disais tout à l'heure, la norme n'est pas seulement la norme technique, c'est la norme en fait, de l'environnement dans lequel tu te projettes. Ouais. Et ça, en fait, on a du mal à se projeter parce que souvent, on n'imagine pas assez les possibles. On imagine que, encore une fois, c'est pas que je fais injure à quelqu'un. Nous ne sommes pas Dieu, nos cerveaux ne sont pas la création du ciel, de la terre et de l'univers. On est des êtres humains, donc on est limité par un vécu, par un environnement. Et ça, on oublie souvent ça. Pour terminer, vraiment, moi, je plaide pour... il faut avoir une bonne compréhension des choses. Vous parliez toi, tu parlais d'Anor. Le ministère des Mines, parce qu'il faut le dire, parce que c'est réel, est en train d'offrir la certification Anor à 100 marques. En ce moment-là, ils enregistrent des marques pour offrir la certification Anor à 100 marques. Là, c'est... Donc, c'est la première chose. Deuxième chose... J'espère que tout le monde a compris cette partie. Parce que non, c'est vrai. C'est une info importante. C'est là. Ceux qui sont dans les forums, Medingham le savent. La deuxième chose, c'est qu'il y a la semaine prochaine, je crois bientôt, justement l'aboutissement de la procédure sur justement le label Made in Cameroun et Origine Cameroun certifié. Je sais que sur qui a fait, produit, etc., c'est compliqué. Mais en tout cas... dans tous les cas, on est en 2025. Il y a des sujets pour lesquels vous pouvez être sûr que ça va avancer parce qu'on est en 2025. Chacun sait ce qu'il y a en octobre. Et donc, c'est en train d'avancer, quelle que soit la raison. On n'a pas très bien compris, en fait. Fais un dessin, JP. Non, pardon. Non, mais pour dire, aujourd'hui, ce n'est pas mauvais, Flavien, mais je dirais d'aller pour construire on est tous censés construire ce qui se passe dans notre pays, y compris sur la qualité. Si tu as vu ce qui se passe à l'extérieur et que tu peux venir ramener la qualité pour que tes petits frères qui sortent de l'IUT, toi qui as fait l'IUT, puissent, en fait, au lieu d'aller se battre à comprendre comment on fait, ben, en fait, se sert du travail que tu effectues. Mais tant mieux, non, même si tu donnes, c'est pas grave. C'est la première chose que tu vas donner. Parce que si tu ne donnes pas, on va bloquer tes cas, on va dire que tu ne sors pas ça. Donc mieux tu donnes et après tu passes même autre chose. Donc c'est bien, je suis désolé, quand tu as une expertise, une expérience. Moi demain, j'aime bien qu'elle soit là, Terrific Coffee, parce que c'est une expérience formidable. Terrific Coffee, elle est là, il faut l'applaudir, c'est une super marque. Et ils font un travail de ouf. Non, demandez-lui, ils ont chassé Nescafé. Ils ont chassé Nescafé
les stations Total. C'est un truc de ouf ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de chasser. C'est-à-dire qu'avant, tu aurais vu dans Bonjour, tu aurais certainement vu un truc, un Nescafé, machin, tout ça. Gars, à Bastos, c'est-à-dire que là, il y a de bons amis terrifiques. Tu en parce que ils font le job. Et ça, en fait, la norme, ils font le job avec une norme, parce que pour être dans une station Total, mais tu dois faire des certifications avec des trucs de dingue. Mais eux, ils font. Et ils sont deux avec une équipe où ils ont pris des jeunes qu'ils ont formés, fait monter en compétences. Ça veut dire quoi? Et moi, ce sera mon mot de fin, c'est qu'on peut y arriver dans tout ce qu'on a dit là, on peut le faire. Mais la première chose, c'est d'être honnête avec soi-même, de savoir que la compétition, elle est internationale, mondiale. Donc arrêtez de penser que c'est parce que vous êtes dans votre chambre au Cameroun qu'on va vous permettre d'avoir le temps de revenir. Non! Dès le départ, il faut être prêt. Eux, ils ont été prêts, ils sont dans toutes les stations Total. Moi, quand je vais, je n'achète. Et d'ailleurs, comme c'est de qualité, je n'achète plus Nescafé 3 en 1 que je buvais tout le temps avec Mérimée. J'achète Terrific Coffee. Pourquoi? Parce que tu as des jeunes Camerounais qui sont mis là. Mérimée. Non, il aimait le 3 en 1. Vous avez dormi sur les nattes ensemble, vous buviez le 3 en 1 aussi? Oui, le 3 en 1, moi, je buvais le café noir en granulé et on se partageait. Bon, maintenant, tu préfères le latte macchiato de Terrific Coffee? Non, normalement, non. Normalement, il faut donner l'argent aux gens qui font l'effort de faire les bonnes choses de qualité. Nice. Magnifique. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que, quelle que soit sa taille ou alors le moment où on démarre son business, il faut penser norme parce qu'en y mettant de la qualité dans ce qu'on fait, on le fait parce qu'on veut donner de bons services, de bons produits aux consommateurs qui sont immédiatement autour de nous, mais aussi parce qu'il faudrait que ce qui est produit chez nous, donc Made in Cameroun, si on veut, ou alors peut-être Origine Cameroun certifiée dans le meilleur des cas, que ça puisse être une référence de qualité. Un peu comme je disais au début tout à l'heure des Allemands, ils nous ont mis dans la tête le slogan Deutsche Qualität. Donc, ce qui fait que dès que tu vois un truc allemand, tu te dis, ah, c'est sûr que c'est durable. Ce truc-ci, c'est beau, c'est bien fait et en plus, ça va durer. Donc, il faudrait aussi qu'on arrive à mettre de la qualité dans ce que nous faisons et que la jeunesse ou alors la petitesse de notre organisation ne soit pas une excuse à faire n'importe quoi. Oui, Jacques. Juste avant qu'on donne la parole au public. Nos produits certifiés n'ont pas le droit d'entrer au Nigeria. On est en train de nous mettre dehors au Gabon. Réfléchissez. Alors, mais il faut expliquer aussi un peu. Certifié ISO, par exemple. Pour être dans la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, oui. Chaque pays doit avoir son système, son infrastructure nationale qualité. L'infrastructure nationale qualité va dire qu'on a une activité de normalisation, on a une activité de métrologie. Qui c'est qui étalonne nos équipements ici? Dites-moi. Même pour nos hôpitaux, est-ce qu'on a quelque chose? Donc si nos balances sont mal étalonnées, un médecin, un chirurgien va nous tuer. Est-ce qu'on a c'est ça la métrologie. Vous voyez la métrologie sur les produits. Notre santé à l'hôpital. Le laboratoire d'analyse médicale va vous faire des prélèvements, va vous donner des résultats d'analyse. Et c'est sur cette base-là que le médecin va vous faire une ordonnance. Peut-être qu'il est en train de vous signer votre condamnation à mort. Donc, on a besoin de cette infrastructure. On ne l'a pas. Et les mêmes qui bavardent beaucoup sont tous ce qu'ils font pour que ça ne se passe pas. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'évaluation de la conformité. Elle est rattachée, la métrologie est rattachée au Bureau international des poids et mesures à Paris. C'est là qu'il y a les masses étalons, tout ce que vous voulez. Ensuite, l'évaluation de la conformité, c'est l'IAF, International Accreditation Forum, qui est basé en Australie. Et c'est cette structure qui travaille avec les organismes d'accréditation qui permettent de suivre la qualification, le suivi des organismes de certification des laboratoires pour s'assurer que les laboratoires fonctionnent très bien, quelles sont les méthodes d'analyse qui sont utilisées pour avoir des résultats fiables. On ne les a pas. N'ayant pas cela, le Nigeria, depuis 2019, dit, bon, tant qu'on n'avait pas ça, vous ne venez pas chez moi. Point. Parce qu'on n'est pas sûr que tout ce que vous allez écrire sur les résultats sont fiables. Par exemple,
On a un riz là qu'on nous dit qu'il se vend, c'est un peu partout. Ah, Voilà. Les résultats d'analyse sortis d'un centre d'analyse médicale. On donne les informations dedans. Mais ce n'est pas ce qu'il fallait montrer. Parce que tout ce qui est analyse médicale ne fait pas des analyses, par exemple, sur le tube de fer, les dépôts de fer, le plomb, tout ça. Donc, on prend le résultat du riz qui vient d'un laboratoire d'analyse médicale et qui ne fait pas les métaux lourds. Et on prend la décision sur ça pour mettre sur la place publique. Vous comprenez pourquoi, quand les gens disent non, on ne fait pas confiance, parce que le riz, comme on nous a dit, c'est ça. Mais maintenant, quand on reprend les mêmes analyses dans un centre agroalimentaire, on s'aperçoit que les métaux lourds n'ont pas été analysés. Il y a beaucoup de choses comme cela qui n'ont pas été analysées. Donc, de l'autre côté, on dit que c'est conforme depuis l'année dernière et tout ça. Et on a les mêmes choses aussi, dans les boissons, bref, je ne cite pas le contemporain. Voilà. mais petite parenthèse, sinon Jacques, petite parenthèse, au cas où tu aurais creusé sur le sujet, finalement, c'est un bon riz ou pas? Bon, on passe. Je voulais simplement dire qu'il faut aller au niveau des laboratoires d'agroalimentaire. C'est pas... Bon, faut pas aller... Non. Les gens de la médecine font des analyses de médecine. Là, vous allez dans un laboratoire dont c'est le métier. Toujours se rapprocher du professionnel. Merci Jacques, merci Jean-Patrick, merci Flavien. On applaudit vraiment fort. Merci pour vos contributions riches, patriotiques et visionnaires. Je voudrais donc donner la parole au public et si vous avez des questions peut-être ou alors des expériences, un peu comme on a fait tout à l'heure, à partager, ce serait magnifique. Donc oui, premier doigt au fond. Ça va, tout le monde l'entend? Oui, bonsoir. Oui, moi, c'est Aristote Tonfac, chef de l'entreprise Home Building SA dans le BTP. Je vous écoute parler depuis le début. Mais j'ai un souci, c'est qu'on parle beaucoup plus de consommation. On parle beaucoup de consommation et de produits, mais on ne parle pas de services. Et j'ai comme l'impression qu'un pays, pour se développer, n'a pas que besoin de consommation, doit aussi se battre dans les domaines de la production, c'est-à-dire l'industrie. On parle moins d'industrie. Donc moi, la question que je voulais poser, c'est de savoir, moi qui est responsable d'une entreprise de BTP, quels sont les éléments qui sont importants pour moi en termes de qualité, en fait. Parce qu'on a parlé de qualité dans les produits, mais on n'a pas parlé de qualité dans les services. C'est un peu ça ma question. Merci. J'ai eu des étudiants, maintenant c'est Polytech, à la FGI, qui faisaient tout ce qui est bâtiment. Donc ils avaient des cours sur ça. Et on parlait de ISO 9. C'est là qu'il faut généraliser ISO. Dès que vous allez vous mettre sur ISO, vous allez voir que tous vos problèmes de service sont maîtrisés. Parce que on construit quelque chose, vous savez que quelle est la dose de sable qu'il faut mettre avec tout ceci, puisque vous êtes obligé d'écrire cela. Donc ISO 9001, c'est tout le monde qui doit le faire. Puisqu'on ne parlait pas trop de certification ISO, c'est sûr qu'on a l'impression de ne pas le faire. Parlons de certification dans les services. Asta est certifié ISO 21001. C'est l'enseignement supérieur, c'est certifié ISO 9001 aussi. Ils sont parmi les premiers à le faire. Parce que quand vous le faites ça, vous suivez le suivi des cours, le nombre de cours au niveau de l'enseignement, vous suivez tout ce genre de choses-là. Donc ça, c'est ISO 21001. Je suis aussi au niveau de certains éléments des jeunes qui sont en stage à Polytech sur ça là. Maintenant, quand vous prenez dans le secteur de la santé, vous avez la polyclinique Mouna qui est aussi ISO 9001. Parce que vous allez voir quels sont les protocoles de soins, quand quelqu'un arrive, comment ça se passe, comment on fait le truc de certificat médical, comment on accueille des personnes, comment fonctionne la salle d'opération, comment on gère l'ambulance,
Comment s'assure-t-on que les produits sont là à jour en permanence? Le groupe électrogène, comment il fonctionne pour que s'il tombe en panne, pendant que le chirurgien est en salle d'opération, les gens ne meurent pas? Comment se fonctionne au niveau de laboratoire le fonctionnement du scanner? ISO 9001 là-dessus. Et après, maintenant, au niveau du laboratoire d'analyse médicale, il y a une norme particulière, qui est la 15189, qu'il respecte. Donc, tout ça a été formalisé, écrit. La polyclinique Mona est certifiée depuis 5, 6 ans, 7 ans. Justement, je vais rajouter, dans le BTP particulièrement, le BTP, je connais bien. Je suis né dedans. Oui, ça va, JP. Ouais, laisse-moi parler, non? Non, dans le BTP, tu as les cahiers de charges techniques. Quel que soit le truc. En fait, le cœur de ton business, toi, dans le BTP, sont les matériaux. Tu dois contrôler la qualité des matériaux, de l'origine des pré-matériaux pour fabriquer tes parpaings, etc., jusqu'à la pose. Donc, en réalité, oui, tu as les procédures sur comment est-ce que tout ce qui est du transport, du chantier, du fournisseur, mais c'est surtout les matériaux, ton caillou, ton ciment, ton béton, si tu fais de la route, ton bitume, etc. Et il y a des normes imposées qui sont dans le cahier de charges. Aujourd'hui, vous avez tous vu les pavés de Douala, non? Dégueulasse, naze. Parce qu'en fait, les pavés sont dégueulasses et nazes. Pourquoi? Parce que c'est certainement mal dosé, c'est certainement les cailloux utilisés pour faire le béton. Ouais, pourquoi on m'enregistre? C'est pas bien ça. Hein? Oui, en fait, c'est ça. Dans ton cas, dans le BTP, c'est les cahiers des charges. Tous les sujets de BTP, il y a des cahiers des charges techniques. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une problématique dans le BTP, c'est qu'ils sont très vieux. Ils sont très vieux, donc notamment sur, par exemple, les adjuvants pour le bitume, les adjuvants pour le béton. Avant, dans le cahier des charges, on ne connaissait pas le béton pompé, donc qui est fluide. On connaissait que le béton normal qu'on tourne à la brouette. Et donc, au début, nous, quand on a commencé à vendre le béton, parce qu'avant, j'ai vendu du béton à un moment de ma vie, quand on vendait le béton fluide, on ne pouvait pas faire le cône pour pouvoir tester la résistance au moment du truc. Et donc, du coup, on rejetait sur certaines dalles, on nous a rejeté certaines dalles parce qu'ils disaient qu'ils n'arrivaient pas à faire le cône. Et donc, voilà. Donc, tu dois regarder les cahiers des charges avant de faire tous tes ouvrages. Mais au-delà du matériau, mais aussi dans l'organisation, comme disait Jacques tout à l'heure, la sécurité, des choses comme ça. Revenons sur les matériaux. Vous apportez 10 sacs de ciment, n'est-ce pas? Les gens l'ouvrent, ils le vendent, ils remettent du sable dedans. Est-ce que vous surveillez tout ça? Donc vous savez qu'il y a 10 sacs de ciment, mais effectivement, il n'y en a que 7. Parce que les autres sacs, le ciment a été pris et utilisé ailleurs. Quand on va faire maintenant votre mélange là, est-ce que vous êtes sûr que c'est bien dosé? Donc comment vous êtes organisé pour la surveillance même de ces travaux-là? Comment ça se passe? Je fais des travaux une fois, souvent même les gens qui travaillent ne savent même pas lire un plan. Vous êtes simplement 5 minutes distraits, vous constatez qu'ils ont créé le mur là où ça ne va pas. Vous voyez, il a parlé de matériaux, mais le pilotage de ça, est-ce qu'à chaque fin de journée, vous avez la réunion de chantier qui vous permet d'avoir suivi tout cela? Voilà. Vous voyez, là où non seulement il y a les cahiers des charges, il y a tout ce management du projet. Et donc, quand vous travaillez avec des personnes comme ça, vous êtes obligé d'avoir un style de management très directif parce que c'est un peu compliqué pour leur travail. Merci. Merci, Jacques. Il y a une question ici. Donc, micro là, please. Question there. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup pour cette intervention. C'était vraiment assez riche. Et ce n'est pas vraiment une question, c'est juste une contribution. Parce que on parlait de normalisation de nos entreprises. Et il y a un aspect qu'on a oublié. Et c'est ça qui fait que les entreprises camerounaises, les petites entreprises ne peuvent pas vraiment évoluer dans ces plans en termes de qualité et aussi en termes de le développement de leurs marques. Et il s'agit de les fonds d'investissement. Ces fonds, le capital. Aujourd'hui, il y a ce concept de commencer l'entreprise avec rien. Donc tout le monde est obsédé par ce discours. J'ai commencé avec 2000 et aujourd'hui je suis milliardaire. Pardon? Oui, il y a ce discours et c'est un faux discours que les jeunes ont aujourd'hui. Et
si on n'apprend pas les jeunes entrepreneurs à savoir que le capital fait une partie principale de l'évolution de l'entreprise, on sera toujours autour d'être une petite entreprise. Pour commencer l'entreprise, on n'a pas vraiment besoin d'un grand capital. Mais pour to scale, to become, to become a bigger enterprise, to reach more a big people. player? Pardon? A big player? Big maybe? player. Yeah, to become a big player, you need capital. Et maintenant, quand tu travailles dans ton petit chambre, ton petit coin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans la qualité, comme tu disais, sans la normalisation. Mais maintenant, quand tu veux travailler avec les grandes entreprises, tu veux être dans les grands espaces, tu dois être normalisé. Et pour avoir ça, il faut du capital. Donc, un parti de normalisation, moi je crois qu'un parti de normalisation, c'est le côté comment avoir l'accès au capital. Monsieur disait il faut développer un système de franchise qui est une des façons de développer, de lever les fonds. Il y a aussi, il faut ouvrir ton capital à les partenariats ou aussi une stratégie que je propose aux jeunes entrepreneurs que je travaille avec, c'est si tu n'as pas l'argent pour payer de certains services, tu peux faire un échange de equity. C'est-à-dire, tu sais que, ok, j'ai besoin d'un légal, ou j'ai besoin d'un avocat, ou j'ai besoin d'un comptable. Si tu ne peux pas payer cet comptable ou cet avocat, parce que franchement, tu auras besoin d'un comptable, tu auras besoin d'un fiscaliste, tu auras besoin d'un légal pour t'accompagner, si tu veux être grande. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux lui faire un partenaire de ton entreprise. Parce que si tu évalues le coût de ça, c'est énorme. Et aussi, pour les petites entreprises, je vais dire une petite histoire. Il y a une dame qui m'a contacté, elle disait qu'elle voulait faire un rebranding et tout, et tout, et tout. Je lui ai dit, regarde, pour moi, ce que je peux te faire pour toi, c'est que je peux te donner le conseil. Parce que à cette étape de ton business, tu ne peux pas payer, en fait, ce que il faut pour avoir tout ce service. Donc, je vais te donner le conseil. Prends le conseil et je peux même recommander une petite frère qui peut faire ce travail pour toi. Mais si tu penses que tu veux absolument travailler avec moi, je suis ouverte à avoir peut-être le equity dans ton entreprise. Donc, tu n'as pas vraiment besoin de le capital, mais tu dois avoir l'idée qu'il faut, you have to be able to quantify what it costs you to get that, and then you say, okay, equity. But now, if you don't want to have equity, you don't want to share your equity, but I think it's always good to share equity because having 100% of one is better than having 10% of a million is better than having 100% of 10. Thank you, right? my brother. I think what you say is so true. Et j'ai l'habitude de... Moi j'ai envie... Most of the time, I tell people, if you want to create a business, today I was telling Bonas that I've created Agrifrica, and what we did in 4 months is more exceptional than what we did in 4 years with Save Our Agriculture, for example, because we decided to create this business, and we said we want to raise 30 million CFA francs before starting, you know. And when you are not an entrepreneur like me, you are not able to call 10 people and tell them, put 3 million on the table. And in 10 seconds, you convince those people to put 30 millions. But also, entrepreneurs have to understand that it's a political speech. Telling them it's possible to create a business from scratch. It's a political speech. Parce que je veux que tout le monde comprenne. Mais il n'y a qu'en Afrique qu'on est dans Alice au pays des merveilles. On ne peut pas créer une entreprise sans argent. Maintenant, ce que je dis, c'est que les gens qui pensent qu'on peut créer une entreprise sans argent, leave them go. They are just exercising their skills, you know. Quand je créais ma première entreprise, il y a tellement de choses que j'ai faites sur lesquelles certaines personnes auraient dit que j'ai perdu du temps, mais c'est toutes ces expériences que j'ai accumulées qui font qu'aujourd'hui, je fasse... Et en 2 mois, j'ai accompli des choses qu'un entrepreneur qui démarre aura fait dans 5 ans. Donc, en définitive, il faut se dire qu'on a besoin d'argent. Mais c'est avec de l'expérience qu'on comprend ça. Une des choses que je ne fais pas aujourd'hui, par exemple, c'est créer une entreprise seule.
c'est impossible. Je ne crée plus une entreprise tout seul. Parce que si tu es tout seul dans le capital ou à la tête d'une entreprise, tu as beaucoup moins de chances que ça fonctionne. C'est plus évident pour moi aujourd'hui de dédier les opérations à un de mes associés, de dédier les charges courantes, mentales, comme la qualité, à un troisième associé, pendant que je me dis, I focus on looking for money. Non, on peut créer une entreprise sans argent, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Là c'est quelqu'un qui a dormi sur des nattes qui vous parle. Voilà, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a deux personnes dans ça, si Arsène et Mérimée, voilà, Mérimée. Non, il peut vous dire. Non, il peut vous dire. Complice. Non, non, parce que j'ai laissé. Si tu viens, je t'invite à venir dans mon space la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, je ne suis pas là. Non, je vais à Marois, ne sois pas du pays, je vais à Marois. Et je prends le bus, je n'ai pas les dos pour le billet, je prends le bus. JP, tu prends Camerco. Il n'y a plus la place, je vais prendre le bus. Touristique. Non, véritablement, c'est-à-dire que on a commencé le Bukaru ensemble parce qu'en fait, je dis founder du Bukaru, mais je suis co-founder parce qu'en fait, j'ai commencé l'aventure du Bukaru avec Arsène qui est assis là dans la salle. Et pourquoi? Parce que c'était après un groupe WhatsApp créé par une amie commune. Il a dit que bon, je vais te suivre dans ta folie. Et genre, on avait 0 francs. Genre, je donne 1000 francs. Je m'appelle le premier événement qu'on fait, je donne 1000 francs à scène pour aller acheter un truc. Mais je ne le connaissais pas encore. Il revient et dit que non, il n'y a pas 150 de monnaie. C'était chaud. On n'est pas 5 francs. Et pendant 2 ans, on n'a pas ouvert. Alors j'avais un espace qu'on m'avait donné, mais il connaît l'espace en question. Il y avait l'étoile d'araignée, des araignées de 2 mètres carrés de hauteur. Il peut dire, il a vu. Quand il est venu voir la première fois, il a dit, mais JP, c'est que le gars, il est un peu fou. Et un jour, on participe à ce qu'on appelle le Fodias. C'était la première foire qui a remplacé Promote à Douala. En 2017, le Fodias en 2017. C'est au Fodias que j'ai sorti Origine Cameroun. Pour montrer ce que fait la diaspora de retour. Ouais, à l'époque, il ne faisait pas grand-chose, mais c'est pas grave. Non, attends, quand on fait ça. Bon, alors, JP, je rappelle que le talk ne portait pas sur est-ce que j'ai vendu mon lit pour lancer ma boîte. Non, c'est pas. Non, je viens au point. On reste sur la qualité. JP, je reviens. Regarde. Non, j'en viens au point. Non, mais c'est bon, je vais finir rapidement. Non, s'il vous plaît, les gars, je ne veux pas qu'on perde encore plus de 2 minutes sur le sujet. Juste pour dire que à partir de pas grand-chose, on a et pendant 3 ans, le Bukaru a fonctionné uniquement en vendant l'expertise qu'on avait accumulée. C'est-à-dire, comme on n'avait pas d'argent, on a commencé à vendre des services pour pouvoir gagner en réputation. Et aujourd'hui, il y a une des multinationales, un des telcos que ces 3 années dernières, j'ai largement, j'ai dit des mots pas très polis sur mes statuts, etc., dans des conversations. Elle m'a appelé, elle m'a dit, on veut travailler avec toi toute l'année. Et voir pendant 2 ans. On veut te confier parce qu'on sait que sur ce sujet-là. Et ça, c'est pas l'argent qui m'a amené ça. J'ai dit vraiment, c'est pas. Oui, je sors d'un milieu où machin, mais il m'est arrivé d'appeler Flavien. Tu sais, toi, il m'est arrivé d'appeler Flavien à 23h, dire que je dois absolument aller à une conférence le lendemain. Pourquoi on me voit? Pour dire que non, je suis un incubateur du Cameroun. On me voit, il me manque que 7 colos pour acheter mon billet. Donc j'ai appelé Flavien, je lui ai envoyé ça à 1h30 du matin parce qu'il s'est réveillé pour aller au toilette. Il m'a dit, ah, je viens de voir ton billet, il m'a envoyé. C'est pour dire que tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'on ne peut pas démarrer sans argent. Le savoir, ton cerveau, ta passion, ce que tu mets dans ton cœur pour parler aux gens est une valeur incommensurable. Pour conclure, je comprends ce que tu dis. Hein? Yes. Mais 30 seconds, please. Ok. Il y a quelque chose que tu n'as pas mentionné. Tu avais un partenaire qui était une ressource très très valable. Mais si tu n'avais pas là, il fallait que tu lui payes, you would not have been able to do that. The point I was making is you can start without money, but if you have to scale and hit critical mass. Non. C'est pourquoi la deuxième chose, que j'ai dit, c'est que si tu commences et tu n'as pas les fonds pour payer les ressources humaines adéquates, il faut avoir les partenaires que tu donnes un part de ton entreprise. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Saïmo. En tout cas, ce qu'on retient de là, c'est que lorsqu'on veut step up, passer à un autre niveau, et donc finalement jouer dans la grande cour des big players, il faut se normaliser. Et très souvent aussi, il faut trouver des capitaux qui viennent de gauche et de droite. Donc c'est aussi simple.
ce que Saimo essaie de dire. Donc, on va prendre une autre question. Oui, ici. Bonjour. J'ai ma question. Hein. Est-ce que finalement la Nord au Cameroun et tout ça n'est pas fait pour le business? Parce que lorsque j'étais au marché, Bounamous a dit, il y a des gars de la Nord qui sont passés, ils ont racketté toutes les femmes qui sont là-bas. Je rappelle que je fais dans la cosmétique. Un produit cosmétique au Cameroun pour certifier à la Nord, c'est 1 million par an. Et les marques de cosmétiques en ont parfois 30. On savait que si tu as donné 30 millions, c'est par an. Ça veut dire que c'est énorme. Est-ce que la politique ne même pas qu'on ne normalise même pas? C'est la question que je me pose, franchement. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut protéger, qui peut peut-être, je ne sais pas comment, substituer cette option-là? Ça veut dire que quand les gars arrivent au marché, ils prennent les 20 000, 25 000, 50 000 aux femmes là, et finalement, ils sont là pour se faire du business. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de protéger cette femme, cette commerçante-là? C'est une question, vous allez avoir le temps de répondre, c'est une question. Maintenant, de l'autre côté, quand je fais venir une marque française au Cameroun, et que cette marque-là a sa certification internationale, que ce soit allemande ou française, est-ce que j'ai encore besoin d'avoir forcément la Nord du Cameroun? Voilà, c'était une question. J'ai dit une instant de questions. Bon, Attendez. Oui, donc Jacques répond sur la question. Pour faire venir un produit qui entre, c'est ce qu'on appelle le programme, le PKI, le programme d'évaluation de la conformité avant l'embarquement. Donc quand vous faites l'importation, vous dites que ça va arriver, le produit arrive, ensuite c'est le SGS qui fait le contrôle et ils ont un document commun avec la Nord pour te le donner pour que le produit entre. Donc c'est cette partie-là qui était arrivée avec les APE. Mais maintenant, notre problème, c'est que on a mis un organisme de normalisation ne peut pas faire la surveillance du marché. La surveillance du marché, ce sont les métiers du ministère du Commerce. Donc, quand je disais tout à l'heure que nous avons besoin de nos 3 piliers d'infrastructure, on ne les a pas encore. Et j'ai donné une information disant que depuis le 2019, qu'on ne peut pas trop aller au Nigeria. Voilà, notre pays est compliqué. Merci Jacques et merci Landry. Merci à toutes et tous. Je vous prie une fois de plus d'applaudir bien fort le panel.